Donc, il s'agit d'un tour d'horizon des principales intoxications du cheval au pré. Nos conférenciers sont Oji Rodet, vétérinaire enseignant-chercheur à l'école vétérinaire d'Alfort. Tanguy Armange, qui est résident en médecine interne à Oniris, l'école vétérinaire de Nantes. Et Gilles Bergot, qui est un vétérinaire spécialisé en toxinologie depuis 30 ans et qui est bénévole au Centre national d'information de toxicologie vétérinaire qui fait partie de VetAgroSup, l'école de Lyon. Voilà. Et Pierre Tritz qui sera également intervenant, non, éventuellement. Voilà, donc je vais laisser la parole à Oji Rodet qui va... Vous avez, donc il est exactement 35. En théorie, on finit à 17h. On se donne un petit laps de temps ou pas? Allez, on aura droit peut-être à 10 minutes. Voilà, vas-y Aude. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Moi j'ai eu beaucoup de chance par rapport aux conférenciers précédents. Au moins je vais avoir une maladie que vous allez pouvoir reconnaître, je vous le garantis. Le diagnostic, c'est pas le souci. Le souci, ça sera autre chose. Donc de temps en temps, le pré est mauvais pour les chevaux et pourtant ce sont des herbivores. Donc la plupart des chevaux qui vont présenter la maladie de Harpé, dont je vais vous parler maintenant, vont se retrouver dans des prés qui vont être relativement surpâturés, soit surpâturé parce qu'il n'y a pas assez d'herbe et il n'y a pas assez d'herbe parce qu'il fait un peu trop chaud, soit surpâturé parce que vous avez mis trop de chevaux dedans. Mais en tout cas, les chevaux commencent à utiliser une herbe que d'habitude, ils dédaignent. Puis après, des fois, ils y prennent goût, des fois, ils y prennent pas goût. Et donc, ils mangent des plantes que d'habitude, ils délaissent. Parfois, on a aussi des intoxications qui vont se développer sur certains de ces chevaux parce qu'ils ont mangé des plantes qui, d'habitude, ils évitaient. Alors, on va regarder après ce que ça donne comme signe clinique, mais effectivement, on a une altération de la motilité du cheval extrêmement caractéristique. J'ai souvenir qu'un de mes anciens assistants, un jour, avait été appelé par un propriétaire affolé en disant que ses chevaux s'étaient transformés en lapins et que quand il était arrivé au pré, c'était un pré sur une pente, et tous les chevaux étaient arrivés pour voir le vétérinaire et le propriétaire en bas de la pente, et ils galopaient tous comme des lapins. Alors, digestivement, le cheval est un lapin, c'est vrai, un peu plus grand, mais c'est un lapin. Mais par contre, d'un point de vue locomotion, le cheval n'est pas du tout censé se promener comme un lapin. Donc, comment ça donne? Eh bien, voilà, on va avoir les postérieurs qui ne peuvent pas avancer. Alors, c'est un peu bizarre, mais un cheval qui ne peut pas avancer ses postérieurs, il aimerait bien avancer de devant, mais il ne peut pas avancer de derrière. Et donc, il a son postérieur qui monte très très haut, mais il n'arrive pas à l'avancer. Il peut le monter, mais il ne peut pas l'avancer. Alors là, la jument est relativement calme. Pour être honnête, c'est une vidéo canadienne, mais elle est tellement parfaite que je ne pouvais pas faire mieux que ça. Et vous entendez comment ça tape fort, pareil. Par terre, vous entendez que le membre, il tape extrêmement fort. Chez nous, ça s'appelle la spasticité. Il ne contrôle absolument pas la descente de son membre. Et là, vous avez vu le galopé lapin, là. Vous avez vu à un moment, elle a essayé de se dire, bon, si j'avance les deux en même temps, peut-être que je vais y arriver mieux. Mais en fait, non, pas du tout. Donc voilà, ça c'est une jument atteinte d'une forme absolument typique de harpée. Et comme vous pouvez le voir, les deux membres sont atteints. Il y a une forme de harpée unilatérale. On peut avoir un cheval avec un seul membre qui fait ça. Mais ce n'est pas le harpée dit australien, ça n'est pas le harpée d'intoxication dans un pré. Donc le harpée dit australien, c'est, comme vous pouvez voir, une difficulté très importante à marcher. Des fois, le canon vient toucher le ventre. On a une spasticité, donc un mouvement brutal lors de l'extension. Et parfois, vous avez votre cheval qui saute comme un lapin. Alors, le cinéma est terminé. Comment ça s'attrape? Alors, maintenant, on a trouvé la plante. On n'a pas trouvé la toxine, mais on a trouvé la plante. La plante, si on parle en langage classique, ça s'appelle la porcelle enracinée. Honnêtement, moi, on m'aurait dit ça, la porcelle enracinée, ça ne me dit rien. Vous, ça vous dit peut-être quelque chose. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un long pissenlit, un pissenlit qui est beaucoup plus haut que le pissenlit habituel, avec une corolle, évidemment, de pétales jaunes. Et à la base, ça s'appelle une porcelle enracinée parce qu'il y a un arrondi de feuilles extrêmement tenace, c'est-à-dire que quand on coupe, ça revient très très vite. Et quand il n'y a pas d'herbe, quand il n'y a plus
de fleurs, cette petite rosace d'herbe reste persistante. Donc cette plante-là, grosso modo, c'est un pissenlit qui est monté en tige, et il y en a beaucoup, et ça reste très très bien dans les terrains. Ça aime bien les terrains relativement pauvres, donc quand vous avez un herbage qui n'est pas très riche, il n'y a aucun problème, ça va pouvoir se développer. Et puis une fois que c'est dans la pâture, eh ben, ça a bien tendance à se développer parce que c'est grosso modo plus costaud, plus résistant que les herbes d'à côté. Alors, comment se fait-il qu'un cheval qui va être exposé plus ou moins longtemps à la plante, on va avoir une expression d'apparition aussi drastique et aussi importante d'un coup? Parce que le cheval, il ne commence pas par avoir des petits mouvements, et puis sur 1 mois ou 2 mois, on a des grands mouvements. Non, ça va très vite. Et donc, vous allez appeler effectivement votre veto, parce qu'à un moment, le cheval, il se met à marcher comme un lapin, et que c'est un peu bizarre. Donc, du coup, comment ça se fait que sur quelque chose d'un peu chronique, on ait une expression clinique brutale? Ça s'appelle l'effet de seuil. Donc, l'effet de seuil, je vais essayer de vous l'expliquer. Ici, horizontalement, on a la quantité d'herbe consommée. Et verticalement, on a l'apparition des signes cliniques. Ces signes cliniques vont apparaître quand on va dépasser un certain seuil de tolérance du cheval. Ses nerfs vont être un peu abîmés, il va arriver à compenser, et à un moment, il ne va plus arriver à compenser. Ce qui fait que là, sur le diagramme que j'ai imaginé, vous allez avoir 50% de la quantité d'herbe anormale consommée sans apparition de signes cliniques, puis il y en mange 10% de plus, et d'un coup d'un seul, poum, tous les signes apparaissent. Donc sur un fond chronique, on va avoir une apparition rapide. Et ça, c'est très très difficile à comprendre, parce qu'on se demande pourquoi on ne l'a pas vu 2 jours avant ou 1 semaine avant, alors que le cheval il était déjà dans le même pré. Donc, on sait qu'on a une intoxication qui est produite par ces plantes-là, et la seule étude qui commence à faire un peu avancer sur le type de toxine, c'est qu'on a pris des plantes et on les a stressées. Alors moi, je ne savais pas comment on stressait des plantes. Je pensais qu'on leur faisait écouter du hard rock ou un truc comme ça. Pas du tout. On a pris les plantes et on les a arrosées avec une substance nutritive, mais légèrement toxique pour elles. Puis, on a pris cette plante stressée, une plante pas stressée, on a pris le truc qui stressait les plantes, c'est-à-dire le liquide qui stressait les plantes, et puis on a pris du liquide normal. Et on a mis ces 4 liquides possibles, plante stressée, plante pas stressée, le liquide stressant et puis du liquide normal, on a mis tout ça en contact avec des cellules nerveuses. Et on a prouvé qu'il y avait quelque chose dans la plante stressée qui abîmait 4 à 5 fois plus les cellules nerveuses que quand les plantes n'étaient pas stressées. Alors comment stresser une plante dans la nature? C'est la sécheresse. Donc, les plantes qui sont exposées à la sécheresse vont produire davantage de toxines ou sont capables de produire davantage de toxines qui sont extraits par l'eau, puisqu'on a vu que c'est en utilisant de l'eau, enfin un liquide soluble à l'eau et non pas à l'huile ou à l'alcool. C'est vraiment l'eau qui a permis l'extraction de cette toxine. Donc on a avancé d'un cran. Je ne sais toujours pas la toxine que c'est, mais c'est une toxine soluble dans l'eau. Donc on espère que l'étape d'après, ça va être de trouver quelle est la toxine. Honnêtement, est-ce que ça va arranger les éleveurs de savoir le nom de la toxine? Je ne suis pas sûre. On sait déjà que c'est la plante. Or, vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas le nom de la toxine, c'est qu'est-ce que vous allez faire si ça vous arrive avec votre plante. Mais on avance quand même un tout petit peu. Donc, on sait que c'est une maladie nerveuse, on sait qu'elle est déclenchée par la consommation de la plante, on sait qu'elle est déclenchée par une consommation de la plante qui devient toxique, et puis grâce à nos confrères de Lyon, on sait aussi que certains des chevaux qui sont exposés à la plante, malheureusement pour nous, développent un goût. C'est-à-dire qu'ils ne devraient pas manger cette plante, mais ils commencent de façon favorisante. Quand ils sont dans un pré qui en a, ils la mangent. Et ça, c'est quand même un peu un drame parce qu'ils font exprès de s'intoxiquer. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va pouvoir diagnostiquer de façon clinique quelque chose qui est très facile. Par rapport à la maladie de l'herbe, il n'y a pas photo. C'est franchement, vous en voyez un, vous l'avez toujours vu. S'il fait qu'un seul membre, ça arrive aussi, mais ce n'est pas la même maladie, ce n'est pas une intoxication. Donc le ARP qu'on appelle chez nous unilatéral, vous faites toujours venir votre veto, mais ce ne sera pas la même étiologie. Ensuite, le diagnostic, il va se faire aussi par ce qu'on appelle nous l'épidémiologie, c'est-à-dire la cause. Vous avez un cheval qui marche comme un lapin, il faut aller chercher dans votre pré si vous avez de la porcelle enracinée. Quand c'est la période des fleurs, c'est très facile, parce que vous cherchez votre pissenlit qui est un petit peu trop haut.
Quand ce n'est pas la période des fleurs, ben là, vous essayez de rechercher soit sur Internet, soit vous retrouvez le PowerPoint que j'ai, et vous avez ces espèces de petites rondelles de fleurs, de feuilles assez caractéristiques. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est très difficile à enlever. Ensuite, quand même, on pourrait avoir des pathologies un petit peu bizarres avec un cheval qui a une blessure bilatérale aux deux postérieurs. Alors, pour faire marcher un cheval avec des hautes foulées comme ça, si un jour ça vous amuse, vos protections de transport au postérieur, vous les serrez un peu plus que d'habitude. Et vous allez voir, ça, au début, ils marchent exactement comme ça. Ils essayent de passer sur le côté parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir avancer. Bon, alors, théoriquement, votre examen clinique doit pouvoir vous montrer s'il y a des protections sur vos postérieurs, mais on peut avoir des blessures ou des atteintes qui, éventuellement, vont avoir une expression clinique proche. Mais il n'y en a pas quand même beaucoup qui vont faire marcher le cheval de cette façon-là. Mais il faut penser à une blessure bilatérale. Un cheval qui se serait blessé avec des cicatrices qui auraient abîmé les nerfs, les deux postérieurs en même temps, pourquoi pas? Ça pourrait exister. Est-ce qu'on peut traiter cette maladie? Alors, là, la bonne nouvelle, c'est que oui, bien sûr, on peut traiter la maladie. Il y a un proverbe qu'on utilise beaucoup à l'école, c'est plus c'est grave, plus c'est grave. C'est-à-dire que de façon extrêmement intuitive, si votre cheval est très atteint, ce sera un petit peu plus compliqué à traiter que si votre cheval est un peu moins atteint. Mais néanmoins, déjà la première chose, arrêtez de nuire. Vous pensez que votre cheval a été atteint de maladie de Harpe, vous allez appeler votre vétérinaire, il va venir par exemple le lendemain ou dans la demi-journée, la première chose à faire, c'est vous le rentrez, vous l'empêchez de continuer à manger cette herbe-là. La deuxième chose, c'est que dans certains cas, le simple repos avec le retrait, c'est important, avec le retrait, d'abord arrêtez de nuire. Le repos et le retrait, pour certains chevaux, ça suffit. Pour d'autres chevaux, on peut ajouter un traitement médical qui a été prouvé, qui a une très bonne efficacité. Pendant un moment en France, on avait des difficultés pour avoir cette molécule qui s'appelle la phénitoïne. On avait des difficultés d'approvisionnement. C'est une molécule qui est utilisée pour les épileptiques. Même les épileptiques n'arrivaient pas à avoir ce traitement. Ils ont dû rechercher une molécule dans d'autres pays d'Europe, la faire revenir. On a eu des petits problèmes d'adaptation de traitement, mais bref, on l'a de nouveau. Donc on peut donner ce traitement une fois par jour par voie orale. C'est tout à fait faisable chez vous et non pas en hôpital. Quand on n'a pas l'effet qu'il nous faut, on peut aller jusqu'à 2 fois par jour. Là, on a un petit peu d'abattement quand on passe à 2 fois par jour, mais on a un traitement médical qui peut vraiment bien fonctionner. Et puis, comme j'ai une chirurgienne qui aime bien chirurgiquer, il faut quand même que je vous en parle. On peut aussi, quand les chevaux sont complètement incapables d'avancer et que du coup, on a vraiment des difficultés à les maintenir en vie parce qu'ils sont très anxieux, debout, comme vous pouvez le voir sur la photo, on peut couper le nerf qui permet aux membres de faire ça. Donc si le membre ne peut plus faire ça de façon spastique, le cheval réapprend à avancer avec tous ses autres muscles, mais il n'a plus ce blocage spastique sous le ventre qui fait qu'il est extrêmement anxieux. Donc on a un traitement chirurgical qui fonctionne parfaitement. Donc si le repos, l'éviction de la plante, éventuellement le traitement médical, je suis médecin, je peux faire le traitement médical, ça ne marche pas, on a encore autre chose à vous proposer. Donc c'est vraiment une maladie sur laquelle on peut avoir un effet, une vraie action thérapeutique et efficace. Ensuite, le pronostic, évidemment, plus c'est grave, plus c'est grave. Certains cas extrêmement atteints, si les gens ne peuvent pas aller jusqu'à la chirurgie, les chevaux ne peuvent plus avancer. Si c'est des chevaux, par exemple, au pré, des chevaux qui avaient l'habitude d'être au pré, qui ont une valeur, on va dire, uniquement sentimentale, mais sur laquelle on ne peut pas investir ni un traitement phénitoïne prolongé, ni un traitement chirurgical, et bien dans ces cas-là, on est parfois malheureusement obligé d'arriver à l'euthanasie parce qu'ils ne peuvent littéralement plus marcher. Or, un cheval, du point de vue éthique, quand il est au pré, il faut qu'il puisse aller manger, aller boire, aller se mettre à l'abri s'il pleut. Et donc un cheval qui ne peut pas bouger, qui est planté au milieu du pré, sur des semaines, ça peut vraiment être une difficulté. Donc il arrive dans certains rares cas qu'on ait à les euthanasier. Il y a aussi une complication qui est une complication de pharyngée avec un étouffement parce que le larynx ne fonctionne plus correctement. Là encore, plus c'est grave, plus c'est grave. Une maladie de Harpe extrêmement marquée n'atteint pas que les nerfs longs des pattes postérieures, des membres postérieurs, peut aussi atteindre des nerfs longs qui gèrent le larynx. Et donc on peut avoir un cheval qui en plus a du mal à respirer. Alors en conclusion, attention, ces plantes-là, elles sont vraiment toxiques. Quand vous en avez une dans un pré, quand vous en détectez une dans un pré, elle va s'étendre et donc il serait idéal de les enlever. On peut la reconnaître assez facilement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Roundup anti-maladie de Harpe, ça n'existe pas.
Donc le Roundup anti-maladie de harpée, c'est votre couteau à désherber. Quand vous avez 5 hectares, c'est longuet. Mais n'empêche, c'est la seule solution. Donc si vous voulez guérir votre cheval et qu'il ne soit pas réinfesté, eh ben, va falloir désherber à la main, parce que c'est de la même famille que le pissenlit. Si le pissenlit, vous en avez déjà cueilli, vous savez que c'est un truc longiligne qui descend, qui est fortement enraciné dans la terre, c'est la même chose qu'il faudra le faire. Est-ce que vous pouvez utiliser le foin? Eh bien non. La porcelle enracinée, quand vous la fanez, elle garde sa toxicité si elle était toxique avant d'être fanée. Donc vous ne pouvez pas dire, ok, ben c'est pas grave, je vais mettre le cheval dans un autre pré, puis je vais donner du foin de ce pré-là. Ça ne marche pas non plus. Donc les plantes sèches sont également toxiques, et on a pu voir que d'une part la clinique était facile, mais que par ailleurs, le traitement, lui, il existe par rapport à la maladie précédente où on ne connaît pas la cause et on n'a pas de traitement. Donc moi, j'ai eu de la chance dans le sujet que j'avais à traiter pour vous. Donc là, je pense que je vais aller très vite et je peux répondre à des questions si vous voulez. Du coup, moi, c'est pas forcément une question, c'est plus dans la reconnaissance de la plante, puisque vous avez dit des choses très très justes. Et c'est un petit truc en plus, en fait, la porcelle enracinée, c'est une plante qui, par rapport au pissenlit, a des poils sur ses feuilles, des poils très rêches que le pissenlit ne possède pas du tout. Et la rosette de feuilles dont vous parliez, qui est effectivement caractéristique de cette famille de plantes-là, vous allez la retrouver chez les pissenlits, chez la pâquerette et chez bien d'autres plantes de cette famille. Donc vraiment, pour la porcelle, vous regardez les feuilles, le fait qu'elles soient avec des poils très rêches et qui se sentent très très bien. Et par rapport au pissenlit, toujours pareil, le pissenlit a une tige qui est toujours unique, en fait, alors que la porcelle, il y a des ramifications sur sa tige. Donc voilà, juste pour info, si vous avez de la reconnaissance à faire, ça peut toujours servir. Et je crois que les deux se mangent. La porcelle enracinée et le pissenlit se mangent. Le pissenlit, j'étais sûre, la porcelle, je ne savais pas. J'ai une question du Loir-et-Cher. Est-ce que le cheval peut avoir des troubles locomoteurs des antérieurs en cas de harpée australien? Et en l'occurrence, c'est le cas d'un cheval d'un participant qui tombait sur les antérieurs en premier, puis finalement a déclaré un harpée australien des postérieurs. Pour moi, c'est une présentation extrêmement atypique. Je n'ai pas lu ça et je n'ai pas vu ça, mais je ne peux pas exclure que ce soit le cas. Tous les chevaux, comme disait le docteur Desjardins, tous les chevaux lisent pas les livres. Je dirais que ce serait vraiment extrêmement atypique quand même comme présentation. Alors la question était, est-ce qu'on connaît la quantité de plantes? En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'informations. La longueur de temps entre le moment où on met le cheval dans le pré et le moment où il déclare, ça peut varier de quelques mois, 3 mois et quelques pour les plus courts, à plusieurs années. Mais donc, je ne peux pas te donner la quantité exacte. Combien de temps faut-il pour une réponse à la phénitoïne? Ça prend combien de temps et est-ce qu'il faut traiter longtemps après l'arrêt des symptômes? Alors, dans ma très courte expérience, la réponse était très rapide. En quelques jours, j'avais une amélioration. Et en fait, j'ai fait, à partir du moment où le cheval était complètement normal, j'ai fait une diminution, parce que les livres disent diminuer progressivement, mais on ne sait pas le progressivement. Donc j'ai tout bêtement diminué de 10%, 10%, 10%, en vérifiant qu'il n'y ait pas de récidive, et ça s'est bien passé. Et juste pour apporter une précision pour ça, en fait, ça masque juste les symptômes, la phénitoïne. Donc si le toxique il est là, les dommages sont là. Et en fait, vous pouvez les laisser... tant qu'il y a des symptômes, il faut le laisser. En fait, si les toxines ils mettent 6 mois à partir, nous, c'est arrivé de les laisser. On les fait par tranche de 2 mois, mais si au bout de 2 mois, ça fait, donc il faut recommencer. Le problème aussi, quand même, que la phénitoïne, c'est que ça coûte relativement cher. Alors, il y a plusieurs doses que tu as vues. Moi, j'avais vu une dose plus élevée qu'on a eu l'habitude d'utiliser, mais dans tous les cas, ça revient relativement cher. La boîte de phénitoïne, je crois, c'est 11 €. Donc, c'est 11 € 1 à 2 fois par jour, et ça revient vite très cher. Voilà. Oui. Là, on est sur un storage disease, c'est-à-dire une maladie d'accumulation, où on a une famille des astéracées, dont fait partie le harper, la porcelle enracinée, où ce sont des molécules qui vont se fixer au niveau des périneurones et qui vont perturber. Et on en a 3-4 familles comme ça aux États-Unis. Il y a une autre plante qui fait un peu pareil. Et le problème, c'est qu'après, il faut éliminer au niveau du neurone le toxique, qu'on ne connaît pas. Hein. Mais donc, il faut une résorption qui est extrêmement lente.
Donc c'est vraiment une maladie du storage. J'en montrerai un tout à l'heure sur une autre plante. Une question pragmatique du lycée agricole à Rodez. Une fois les extenseurs sectionnés, quels sont les symptômes en cas de nouvelle intoxication? Je suis contente qu'ils n'aient pas filmé ma tête quand vous avez posé la question. Sincèrement, je ne sais pas. Le chirurgien que j'ai en face de moi aurait-il une idée? Les mêmes symptômes. En fait, ils récidivent ou éventuellement la chirurgie, parfois ça marche quand même pas, hein, c'est pas la panacée. Et genre ça marche à 60-70%. Donc on a quand même un paquet chez qui ça marche pas. Oui, juste une remarque en plus par rapport à la reconnaissance des plantes. Je crois que de manière générale, parce que j'encadre des éleveurs, essayez bien de vous faire encadrer justement pour la reconnaissance des plantes, parce que c'est vrai que vu ici sur papier, c'est très simple de la reconnaître. Après, il y a les ontodons et tout ça, il y a plein d'autres plantes assez fréquentes, parce que la porcelle n'est pas non plus la plante la plus fréquente. Donc avant de vous mettre à quatre pattes pour désherber tout votre champ, assurez-vous bien de ça. Et alors, au risque de paraître pour le fan des produits phytos, ce que je ne suis pas du tout, mais on l'a déjà mis, des produits pour éliminer la porcelle, il existe. Hein, donc, ça, après, on n'éliminera pas que la porcelle. Ce qu'il faut, c'est surtout combiner ça avec une méthode de rénovation de prairies et une conduite adaptée pour éviter que ça ne revienne. De manière générale, si vous allez vers le secteur agricole, ils ne vous trouveront pas de produits, parce que des prairies où il y a de la porcelle, c'est des prairies très pauvres qu'on ne traite pas forcément. Donc, les gens ne se renseignent pas énormément. Mais des antidicotes pour tuer ces plantes-là, il existe. Donc il y a des possibilités. Je pense que c'est une information vraiment intéressante parce qu'il y a quand même des gens pour qui c'est une catastrophe parce que leur pré, le seul qu'ils ont pour mettre leur cheval est atteint ou leur chevaux est atteint. Donc je pense que ça c'est une vraie information intéressante. Donc en cherchant, on pourrait trouver une solution très élégante à l'origine du problème. Surtout que moi, des prairies que je vois, bon, sur la partie belge avec de la porcelle, c'est quand même très rare que ça envahisse vraiment la prairie. Donc, je veux dire, même des traitements localisés sont possibles pour la personne qui ne voudrait pas non plus traiter plusieurs hectares. Donc, ouais, après, ce qui n'est pas évident aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chevaux où en fait la plante elle n'est pas retrouvée. C'est-à-dire que les gens ils arrivent avec un harpeux australien qu'on reconnaît. Et il y a quand même pas mal de cas où les gens ne retrouvent jamais la plante dans les paddocks où le cheval est allé. Et c'est parfois frustrant. Et je vais me permettre de rebondir sur ce que vous dites parce que la porcelle, on la trouve certes pas dans toutes les prairies, mais c'est une plante qui résiste globalement très très bien à la sécheresse notamment, et du coup sur les étés très secs qu'on a dernièrement, on va la retrouver dans des prairies qui sont pas forcément si mal gérées que ça, mais où du coup elle va arriver quand même. Et le problème c'est que les produits phytosanitaires, comme on l'a déjà dit, vont pas impacter que la porcelle, mais vont impacter d'autres plantes et le sol. Et ces plantes-là, avec cette rosette de feuilles en fait qui est là à la base pour permettre à la plante de résister en fait au pâturage, à la tonte, etc. C'est aussi ce qui lui confère sa capacité à se développer dans des milieux très pauvres. Et en utilisant des produits phytosanitaires, on continue à appauvrir le milieu et le sol. Et donc du coup, au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue à un moment. C'est-à-dire qu'en traitement ponctuel, pourquoi pas, mais c'est vraiment, comme vous le disiez, le fait de reprendre la gestion de la prairie et d'avoir une gestion raisonnée qui va permettre d'éviter un développement trop important de ces espèces-là qui va permettre de résoudre le problème. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller vite vers les phytosanitaires en se disant, bon voilà, ça va régler le problème. Au final, sur le court terme, dans un cas très très grave, pourquoi pas. Sur le long terme, c'est pas forcément quelque chose qui marche. On passe au gland. Donc je vais passer la parole au docteur Tanguy Hermange de Niris. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'une petite étude qu'on a faite. Donc cette étude, en fait, elle est née du fait que depuis quelques années, on a une recrudescence des cas d'intoxication au gland. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de l'ouest de la France ici. Un peu, donc je pense que... Voilà, donc ceux qui viennent de l'ouest de la France, et notamment, pour moi, je suis pas en région nantaise, donc je vais parler pour la région nantaise, il y a quand même eu vraiment des grosses épidémies de gland les dernières années, avec des résultats vraiment cata pour les chevaux. Donc on a essayé de reprendre un peu les résultats pour essayer un peu mieux comprendre, faire parler du problème pour essayer de voir si on ne pouvait pas trouver des solutions. Voilà, donc juste si on peut reprendre les petits cartons de Dominique, qui était une très bonne idée. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler de cette intoxication ? On peut mettre le carton vert pour si vous en avez entendu parler, et rouge si vous n'en avez pas entendu parler.
Ouais, donc, ouais, quand même. Donc, il y a quand même une majorité de vert, même s'il y a peut-être 20% de rouge quand même. Donc ça montre que l'intoxication au gland, malgré tout, elle est pas très bien connue encore. Et combien de vétos ici ont eu des cas d'intoxication au gland avérés? Oui, donc il y en a quand même beaucoup aussi. Super. Donc au moins, on va savoir de quoi on parle. Donc ça va un peu avec l'intoxication au gland. Donc c'est une intoxication qui est peu décrite dans la littérature. En fait, si on tape les mots horse ou equine et acorn dans PubMed, en fait, on trouve deux publications. On a une publication anglaise qui date de 2015 et une publication de 1976 sur un cas d'intoxication aiguë. Donc on n'a vraiment que des rapports anecdotiques dans la littérature, des rapports qui sont aussi anecdotiques dans d'autres espèces. Et en fait, les seules revues de cas sont l'étude anglaise sur 9 cas publiés dans l'EVJ en 2015 et une étude sur des chevaux d'autopsie, donc de l'équipe de l'ANSES de Dosvillers en France, qui a publié des résultats d'autopsie cette année dans le nouveau praticien vétérinaire. Donc voilà, donc c'est une intoxication qui est rapportée avec un peu plus de données chez les ruminants. Et on notera qu'il y a des espèces qui sont plutôt nommées résistantes à cette intoxication, qui le tolèrent beaucoup mieux, comme le porc, les écureuils par exemple, qui sont peu ou pas sensibles. Notons qu'un porc peut même ingérer jusqu'à 10 kg de gland par jour sans avoir aucun souci. Donc voilà. Et la raison de cette tolérance, elle est assez discutée. Il y a des gens qui avancent des arguments, on en parlera tout à l'heure, mais ça reste encore discuté. Donc l'objectif de cette étude était de caractériser la survenue, le tableau clinique et les éventuelles différences significatives entre les chevaux survivants et non survivants, parce que vous allez voir que ça tue bien, entre guillemets. Et donc, pour essayer d'avoir des critères pronostiques pour aider au mieux les gens et les vétérinaires dans le référé et les décisions à prendre au niveau de l'hôpital. Donc, c'est une étude rétrospective, donc entre 2011 et cette année, puisqu'en fait, cette année, il n'y a eu aucun cas, donc c'était facile de l'inclure. Et donc, dans un premier temps, on a récolté les données cliniques, et dans un deuxième temps, on a aussi appelé les propriétaires et essayé de récolter un peu de données sur l'épidémio pour essayer de mieux comprendre ça, ce que je vais vous présenter. Donc, au total, 25 chevaux ont été inclus. Donc les critères d'inclusion, on s'est basé sur l'étude anglaise. Donc il fallait avoir 4 critères parmi les 6 suivants. Donc une survenue à l'automne, qui était le cas pour évidemment tous les chevaux, des glands dans le milieu de vie, des paramètres cliniques ou biochimiques compatibles avec une atteinte digestive ou rénale, des coques de glands retrouvées dans le tractus digestif, une comorbidité ou comortalité sur les compagnons de près, et des résultats d'histologie ou d'autopsie compatibles avec une intoxication au gland. Pour les analyses statistiques, on a fait des tests de Sudden pour des comparaisons de moyenne entre les groupes et des tests de Q2 pour les comparaisons de groupes. Une fois qu'on a mis des barrières, on va en parler. Donc au global, donc en fait, pour les cas, comme je vous parlais, il y a vraiment une grosse recrudescence des cas. On a eu 2 cas en 2011, donc ça c'était encore des cas anecdotiques comme on peut trouver un peu partout. Et par contre, en 2008, on a déjà eu 8 cas, on s'est déjà dit, dis donc, ça fait quand même beaucoup. Et en 2015, donc là, en 2017, on a eu 15 cas. Donc 15 cas, ça commence vraiment à faire beaucoup, sachant qu'il faut imaginer que quand nous, on en a 15, on a les vétos au téléphone qui nous disent bah, « je voudrais faire celui-là, ça va vraiment pas, ça fait le 5e que je vois dans la journée ». Et donc c'était vraiment quelque chose qui était majeur, en tout cas dans notre région. Donc ça signe quand même une augmentation progressive du cas ces dernières années et une cyclicité dont on va reparler. Donc pour ce qui est de la saisonnalité, donc ça revient sur une période assez courte globalement, entre le 19 septembre et la fin octobre, avec un gros pic la première semaine d'octobre. La durée d'évolution avant admission à l'hôpital était globalement de 6 heures, mais ça pouvait aller de quelques heures à quelques jours pour le max vraiment des cas. En général, c'était quand même quelques heures. Et la durée d'évolution n'était pas corrélée à la survie. Alors pour ce qui était des races, il y a globalement des chevaux de selle qui sont présentés à l'école, ça correspond plus ou moins à la population. Pas de corrélation possible du fait du faible nombre de cas par race à chaque fois. On peut juste noter quand même que tous les Shetland étaient morts. Pour ce qui est de l'âge moyen, donc l'âge moyen était assez élevé, donc de 16 ans. Et ça, c'était peut-être à corréler avec le pourcentage de chevaux retraités, mais finalement, ce n'était pas si élevé quand on reprend vraiment les données. Et l'âge était significativement corrélé à la survie, avec un âge significativement plus élevé chez les non-survivants. Et on pourrait éventuellement se demander si ce n'est pas aussi un biais d'investissement des propriétaires sur les vieux chevaux, évidemment. Donc ça, ce n'est pas les résultats les plus significatifs dont on va reparler. Pour ce qui est de l'admission, donc ce qui dominait, c'était vraiment le tableau, c'était un tableau d'état de choc, vraiment très marqué, avec de l'abattement évidemment pour tous les cas, de la tachycardie marquée, en moyenne à 73 battements par minute, avec une différence significative entre les deux groupes, avec pour les survivants une moyenne à 63, alors qu'on était à 80 plutôt dans les survivants. Et si on met un seuil, par exemple, à 65 battements par minute, on a une prédiction de survie avec des scores assez modestes. On a des scores tout à l'heure qui marcheront un peu mieux. Donc il y a une sensibilité à 85, une spécificité à 70%. On a des scores qui marchent un peu mieux. Donc en général, la majorité des chevaux avaient évidemment des muqueuses anormales. Si on essaye de grader, pareil, c'est cette modification des muqueuses. Donc si on considère, donc là, vous avez sur la photo de gauche, ça rend un peu moins bien avec la lumière, mais
on avait des muqueuses congestives. De l'autre côté, on a eu parfois des chevaux qui arrivent en ictère. C'est quand même loin d'être la majorité des chevaux. Je pense qu'il n'y a que 2 chevaux sur les 25 qui sont arrivés en ictère, avec du sang hémolysé ou une pigmenturie très marquée, hein, qui se retrouve un peu les photos que Dominique vous a présentées ce matin. Et si on grade un peu les anomalies des muqueuses, les chevaux qui avaient des anomalies importantes des muqueuses, que j'ai qualifiées ici par soit des liserés hémorragiques, une congestion, un ictère ou une cyanose, avaient significativement moins de chances de s'en sortir que les autres. Donc évidemment, ce qui dominait, c'était les symptômes digestifs, avec de la diarrhée pour 17 chevaux sur 25, mais tous les chevaux n'arrivaient pas en diarrhée. Et on peut noter que la diarrhée hémorragique était présente sur 6 chevaux, ils sont tous les 6 morts, donc c'était évidemment corrélé à la survie. Il y avait aussi une proportion de chevaux non négligeable qui arrivaient en arrêt de transit, et sur ces chevaux arrivés en arrêt de transit, il y en a 2 qui ont déclaré une diarrhée, dont un qui en est sorti. Par contre, tous les autres sont restés en arrêt de transit jusqu'à la fin, où il a fallu soit arrêter, soit qu'ils sont morts. Donc on avait une tendance à la non-survie, mais la p-value a été de 0,06, donc on ne pouvait pas dire que c'était significatif. Et il y avait 7 chevaux qui arrivaient juste avec des syndromes de colite. Il y avait quelques chevaux qui arrivaient avec des températures anormales, soit en hypo, soit en hyper, mais parfois on devait les réchauffer avec les One Touch, comme on peut voir sur la photo à l'admission. Mais ça, c'était pas corrélé, que ce soit en hypo ou en hyper avec la survie. Et pour ce qui est de la tachypnée, pareil, pas de différence significative, ils arrivaient en tachypnée. Par contre, ce qui est quand même notant, c'est que vraiment l'état de choc est vraiment très très sévère. C'est rare de voir des chevaux qui arrivent aussi mal. Et comme on peut le voir, il y avait même 2 cas d'œdème pulmonaire vraiment dû au CIRS, qui était très sévère. On voit le cheval, là, vous voyez, avec la bouche ouverte et les naseaux dilatés. C'est vraiment je vais mettre une vidéo, mais quand je voulais choquer personne, je me suis tenu là. Voilà. Pour ce qui est des résultats d'analyse sanguine, donc on remarque déjà qu'on a donc une augmentation de l'hématocrit, dont on va reparler, et des lactates, donc signe de déshydratation et d'état de choc hypovolimique. Et c'est le seul facteur qui est vraiment significatif. Pour ce qui est des moyennes, en tout cas, on va en parler juste après. On trouve une augmentation modérée des globules blancs, probablement corrélée avec l'hémoconcentration, une augmentation des paramètres rénaux et une augmentation très modérée des enzymes hépatiques. Maintenant, si on essaie de chercher un peu des facteurs pronostiques dans les facteurs d'analyse sanguine, c'est presque le plus intéressant. En fait, si on compare, par exemple, si on prend une barre d'hématocrit à 60, il y avait des chevaux qui avaient vraiment, encore une fois, je crois que le max qu'on a eu, c'était autour de 80 ou 82%, je crois, d'hématocrit. Il y a un cheval qui est arrivé. Bon, c'est vraiment des chevaux qui arrivent dans un état de choc qu'on voit vraiment très rarement, encore une fois. Et si on prend juste la barre de 60% d'hématocrit, on remarque que tous les chevaux au-dessus de 60 donc, sont morts, ou on a dû arrêter. Donc ça, c'est intéressant parce que ce qu'on cherchait un peu, c'est des critères pronostiques à dire aux gens quand ils arrivaient avec leur cheval. Bon, ok, ça vaut le coup qu'on essaye de faire quelque chose, ou vraiment les chances, elles sont vraiment infimes qu'on arrive à le sauver. Donc pour ce qui est des critères, donc on trouve l'hématocrit à 60, les lactates à 4,5, pareil avec la même valeur. On est un peu surpris parce qu'on s'attendait à avoir des valeurs un peu plus hautes, presque de lactate finalement, qu'on retrouve parfois sur des coliques, des valeurs un peu plus élevées. Et la créatinémie, donc à 26, pareil. Pour ce qui est des examens complémentaires, finalement, les coques de gland n'étaient pas retrouvées à la palpation dans tous les examens. On n'avait que dans 56% des cas qu'on retrouvait des coques de gland dans la palpation transrectale à l'admission, comme on peut le voir sur la photo. Il n'y avait que 6 chevaux sur un tiers des chevaux qui présentaient globalement des anomalies à la palpation transrectale. Dans la majorité des cas, c'était probablement des dysbioses, donc des distensions modérées, des impactions éventuellement qui sont dues probablement, pareil, à relier à l'arrêt de transit. Pas de reflux au sondage nasogastrique et souvent on lavait les chevaux dans la plupart des cas aussi. Alors quand il n'y a pas 25 chevaux, c'est que c'est une étude rétrospective, donc c'est pas évident de récolter tous les chevaux à chaque fois lors d'études rétrospectives, toutes les données. Ensuite, à l'échographie abdominale, ça, ce qui était vraiment assez marquant aussi, c'est vraiment rare de retrouver un épaississement aussi marqué de la paroi du côlon. Donc on avait surtout du côlon ventral, mais également du côlon dorsal, avec une différence significative entre les survivants et les non-survivants. Mais je pense que ça arrivait parfois de retrouver des valeurs jusqu'à 5 cm. Normalement, pour parler à tout le monde, une paroi normale, c'est 2 mm. Donc même déjà, imaginez, même 2 cm, c'est 10 fois la valeur normale. Donc c'est vraiment très sévère et pareil, on le retrouve assez peu. Et pareil, si on prend un seuil à 22 mm, un truc s'est glissé, à 22 mm, donc ça permettait de caractériser le fait que, encore une fois, plus c'est grave et plus l'épaississement était corrélé à la survie, plus c'est grave, comme dirait. Avec quand même la limite technique qu'il faut quand même rappeler, ce qui n'est pas évident, c'est que c'est des chevaux qui arrivent en urgence, donc c'est pas toujours le même opérateur qui fait les échographies, donc peut-être à relativiser. Et je vous ai mis aussi la photo du bas, notamment pour montrer que parfois c'est tellement moche que prendre une image et une épaisseur de paroi quand le côlon est dans un état comme ça, c'est délicat et je ne suis pas sûr que ce soit forcément très significatif. Voilà. Pour ce qui est des autres trouvailles de l'échographie abdominale, parfois on avait un épaississement de l'intestin grêle, comme on peut le voir sur la première photo, un épanchement abdominal comme sur la deuxième, ou un arrondissement des bords du foie. La toxicité hépatique des glands s'est rapportée, ça reste quand même assez minime. Je pense qu'il n'y avait que 2 chevaux qui avaient vraiment une grosse atteinte hépatique dans les 25 qu'on a reçus. À la parasynthèse,
Donc on a fait parfois des parasynthèses, ça dépendait un peu du clinicien, parce qu'il y avait globalement quand même pas beaucoup d'épanchement à l'admission. Il y a quand même 2 cas, on retrouve des valeurs vraiment très élevées. Je les ai mis ici parce que je pense que quand on est veto, c'est intéressant quand on fait des parasynthèses sur des chevaux qui arrivent comme ça en colique, sans autre signe. On avait des valeurs de lactate jusqu'à 10 dans la parasynthèse. Donc c'est vraiment des trucs cata. Évidemment, ceux-là, ils sont décédés, mais il n'y a pas que des affections étranglées qui peuvent faire monter les lactates dans des valeurs aussi élevées. Voilà. Donc pour ce qui est du traitement, donc c'est un traitement non spécifique, un traitement de soutien avec en premier lieu, ils arrivent, on met des hypertoniques et des isotoniques. Et dans la majorité des cas, quand il y a le budget qui va avec, on essaye de donner un maximum de plasma et d'hydrocolloïdes. Vous avez vu, en fait, les protéines totales, elles sont à peu près dans les normes quand ils arrivent. C'est l'albumine qui est un peu basse. Par contre, c'est des chevaux qui arrivent en général entre 50 et 80% d'hématocrites. Donc si vous ne les en remplissez pas avec des hydrocolloïdes, vous ne pouvez pas les suivre et vous les perdez en général quand ils arrivent dans un état très sévère. Donc on a une thérapie anti-inflammatoire, principalement avec des INS, avec de la phénixylméglumine. En général, utilisée à pleine dose, parce que comme ils sont très douloureux, on a vraiment du mal à maintenir la douleur de ces chevaux-là. On va en reparler, parfois à quart de dose, mais en général, c'est quasiment toujours à pleine dose pour la douleur. Et dans des rares cas, il y a des corticoïdes qui ont été utilisés. C'était plus pour soit des réactions transfusionnelles, soit dans un cas, ça a été un peu confondu avec une cytostomose larvaire, qui font parfois des épaississements comme ça. Mais ça a été arrêté ensuite. Donc du charbon ou de la paraffine, alors, il y a toujours un peu le débat, qu'est-ce qu'on met l'un ou l'autre. C'est pas évident, il y a quand même des études qui avaient montré aussi que la paraffine pouvait favoriser un peu l'absorption des toxines lipidiques ou quoi que ce soit. Donc souvent il y avait du charbon et parfois on leur passe un peu de paraffine, surtout sur les arrêts de transit pour essayer d'éliminer au maximum les glands. De l'énoxaparine ou de l'héparine pour essayer de prévenir les troubles de la coagulation parce qu'ils sont en CIRS et en état de choc sévère, et une antibiothérapie dans la majorité des cas. Et parfois, les INS ne suffisent pas. Il y a quand même 10 cas, vous voyez, qui ont nécessité des mesures de mise en place complémentaires pour l'analgésie. Alors parfois, c'est juste de la lido, entre guillemets, juste, mais ça nous arrivait de faire des CRI de kétamine ou d'alpha-agonistes ou de morphine pour essayer de stabiliser la douleur tellement les chevaux ils arrivent dans un état douloureux. Pour ce qui est de la durée d'hospitalisation, en moyenne, elle varie de 1 heure à 9 jours, parce qu'il y a quelques chevaux qu'on a dû euthanasier dès l'admission tellement ils arrivaient dans un état cata. Alors parfois, ça faisait genre 3 heures que ça évoluait. 2 autres ont été euthanasiés pareil dans les 3 heures. Et ce qui est assez marquant globalement, c'est que les premières 48 heures, elles sont critiques. C'est-à-dire qu'il y a 9 décès la première journée, 4 autres la deuxième journée. Et par contre, après 48 heures, en fait, il n'y en a qu'un qui est décédé. Donc globalement, s'ils arrivent à passer le cap des premières 48 heures, globalement, on peut dire qu'ils ont de meilleures chances de s'en sortir. Au global, le taux de survie, il est de 44%. Alors, c'est quand même très modeste. C'est un tout petit peu mieux que dans l'étude anglaise, mais ça reste, encore une fois, et c'est un taux de survie où la majorité des gens qui arrivent chez nous, ils arrivent déjà, entre guillemets, en sachant qu'ils veulent déjà faire beaucoup. Parce que nous, il y a des vétos, quand ils nous référaient les cas, ils nous disaient bah, c'est le 5e que je vois aujourd'hui, j'en ai déjà euthanasié 3, et celui-là, il faut que vous le sauviez. Pareil, on en avait plusieurs qui nous disaient bah, il y en a un qui est mort dans la nuit, du même près, celui-là il est malade, on vous l'envoie. Donc il y a des cas qu'on arrivait parfois presque un peu tôt, entre guillemets, ils étaient juste abattus, ils n'avaient pas d'autres symptômes. Donc ça, ceux-là, c'est ceux qui avaient le meilleur pronostic, mais il y a vraiment qui arrivaient dans des états de choc où c'était vraiment compliqué. Coût de l'hospitalisation, globalement entre 165, évidemment pour ceux qui arrivent tout de suite, et 3 300 € pour ceux où ça dure plusieurs jours avec une médiane à 1 200 €. Pour ce qui est des complications, on a des complications nombreuses qui sont liées évidemment au phénomène digestif, diarrhée, colique, iléus, hypoprotéinémie, œdème évidemment avec les protéines qui sont basses, et l'état de choc, la perméabilité des capillaires qui fait perdre beaucoup de protéines, azotémie, hypertriglycéridémie de temps en temps, et puis des complications un peu plus rares dans d'autres cas. Ce qui semble influencer la survie, c'est la suite de l'étude. Après, c'est délicat, ça prend un peu de temps, tous les calculs, donc c'est pas encore fini. Ce qui ressort des premières analyses de survie au niveau de l'hospitalisation, c'est vraiment le contrôle des fuites protéiques qui est vraiment très importante. Comme on peut le voir un peu sur les 2 diagrammes là, c'est que j'ai pris sur 2 chevaux qui ont survécu, donc, où il faut vraiment inverser, où ils arrivent quasiment aux mêmes valeurs d'hématocrite et de protéines totales. Il faut essayer de réinverser la valeur normale. Normalement, des protéines sont entre 60 et 80, l'hématocrite entre 30 et 40. Vous voyez, là, ils arrivent à la même valeur. Donc, si vous arrivez à repartir dans le bon sens en général, ça va plutôt bien. Le retour de l'appétit aussi, qui était marqueur, qui était assez flagrant sur tous les chevaux qui s'en sont sortis, et la normalisation des paramètres rénaux. Pour ce qui est en autopsie, il y a 6 chevaux qui sont passés. À chaque fois, donc, il y a des glands qui ont été retrouvés en très grande quantité à chaque fois au niveau digestif. Et ce qui domine, c'est vraiment une colite œdémateuse, pas forcément ulcéreuse. Il y a finalement assez peu d'ulcération. C'est vraiment une colite œdémateuse. Donc en fait, il y a un œdème de la paroi du côlon au niveau de la sous-muqueuse qui est très sévère. Vous pouvez le voir sur la deuxième photo. Là, ça fait plusieurs centimètres d'épaisseur. Je vous ai mis la photo d'histo. J'en profite pour remercier Laetitia qui nous a fourni les images. C'est voilà, avec vraiment un œdème très important, une infiltration au niveau de cet endroit-là.
Les autres lésions étaient des lésions d'état de choc type suffusion, hémorragie du cortex surrénalien, comme on peut voir sur les 2 premières photos, des hémorragies tubulaires dues à la toxicité des tanins, et dans un cas, on avait une nécrose centrilobulaire avec une lipidose, mais encore une fois, c'était pas très fréquent finalement, les toxicités hépatiques ou même hémolytiques qu'on peut retrouver parfois dans la littérature, notamment chez les bovins. Pour ce qui est de la discussion en toxicité, on impute souvent la toxicité des glands à la richesse en tanins, donc c'est ce qu'ils décrivent dans la littérature, notamment en acide digalique qui est transformé en tube digestif en acide gallique et pyragol. Alors c'est un peu des mots un peu voilà. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les tanins c'est des macromolécules et on attribue leur toxicité en fait que ces macromolécules elles vont se lier avec d'autres protéines ou enzymes qui vont diminuer les effets de ces enzymes digestives, donc qui vont créer soit un ralentissement du transit ou des troubles de la digestion. D'autre part, on peut aussi avoir donc les tanins, c'est très amer et astringent, donc ça peut provoquer une sécheresse des muqueuses. Donc tout cela a un peu pour conséquence de perturber le système digestif avec probablement une grosse perturbation du microbiote digestif et qui fait qu'on retrouve cet état de choc qui est un état de choc endotoxinique du fait que de la perméabilité du tube digestif et de la résorption des toxines. Ce qu'il faut savoir, c'est que les concentrations en tanin et en acide phénol varient beaucoup d'une étude à une autre. Elles varient aussi beaucoup, donc, par exemple, des chênes. Donc, le chêne noir, par exemple, a des concentrations supérieures au chêne blanc. Ce qui est vraiment frustrant, c'est que déjà, d'une, il n'y a aucune étude chez le cheval. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune vraiment étude qui s'est penchée sur la question chez le cheval. Probablement parce que pour l'instant, on n'avait que des rapports anecdotiques avant ces quelques séries de cas qui sont publiées maintenant depuis 2015, où il n'y avait rien avant. Et voilà. Et le peu d'études qu'on a, pareil, sur les glands et les chênes, il y a beaucoup d'études nord-américaines. Donc, c'est pareil, est-ce que transposer des données nord-américaines avec des chênes différents aux chênes français, je pense que c'est pas forcément évident non plus. Pour rentrer un peu plus dans la toxicité et tout ça, si on s'intéresse, donc ils avaient étudié sur des souris auxquelles ils ont fait manger les glands. Donc ils ont pris les glands, ils ont retiré les tanins des glands par différents processus chimiques, ils ont redonné les trucs aux souris. Ils se sont rendus compte que ce qui était vraiment toxique pour les souris, c'était uniquement les tanins dans les glands. Que cette tolérance, il y avait une tolérance qui était variable en fonction des glands. Donc si on donnait des glands d'une espèce de chêne ou d'une autre espèce, la toxicité était variable et toutes les souris ne répondaient pas pareil à ces glands. Donc on a une influence sur la biodisponibilité des protéines, une importance du microbiote et des enzymes digestifs qui sont sécrétées par l'hôte, qui peuvent hydrolyser les tanins et qui peuvent probablement diminuer la toxicité, notamment des protéines salivaires. Donc c'est l'hypothèse qui a été émise chez le porc que les enzymes salivaires du porc permettraient de fixer les tanins et de les hydrolyser en composés moins toxiques et qui peut-être pour ça qu'eux, ils seraient moins sensibles. Et chez les souris, il a montré que ces enzymes salivaires étaient inductibles. C'est-à-dire que si vous faites manger des glands toxiques à des souris, en fait, cette production d'enzymes, elle va être inductible. Donc voilà, donc c'est peut-être des mécanismes qui pourraient être à pousser, qui pourraient être cherchés, mais il n'y a encore une fois aucune étude chez le cheval, donc transposer des données d'autres espèces, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc ça, c'est pour les données un peu de la science. Mais par contre, pourquoi on peut se demander encore une fois pourquoi cette toxicité massive récente chez le cheval dans l'ouest de la France? Parce que quand on parle avec les vétos référents de la clinique, ils nous disaient il y a 20, 30 ans, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'année comme ça où on retrouvait avec... Parce que nous, encore une fois, on a eu 15 cas, mais il faut imaginer qu'eux, ils en avaient beaucoup plus. Ils en voyaient plusieurs par jour, et ça n'existait pas avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une influence de facteurs environnementaux? Est-ce qu'il y a des facteurs locaux, des facteurs individuels, etc. Donc, on a essayé de rechercher un peu, on commence à essayer de regarder un peu ça. Donc, déjà, on peut se demander, est-ce qu'il y a une influence de la quantité de glands? C'est-à-dire qu'est-ce que plus on mange de glands, est-ce que les propriétaires trouvaient qu'il y avait plus de glands éventuellement cette année-là? Si on interroge les propriétaires, globalement, c'est pareil, c'est peut-être un peu biaisé, parce que pareil, encore une fois, on les interroge là aujourd'hui, sur les cas peut-être il y a quelques années, donc il faut tout prendre avec des pincettes, des études rétrospectives, évidemment. Mais on se rend compte que la majorité des gens et des propriétaires d'écuries avaient jugé la quantité de glands comme anormalement élevée ces années-là. Donc, possiblement quand même un effet de la quantité de glands. Évidemment, on peut se poser souvent la question qui revient, c'est est-ce que les glands verts, ils sont plus riches en tanins? Oui, il y a des études qui ont montré que les glands verts étaient plus riches en tanins, et si on interroge les propriétaires, on a globalement les 2/3 qui se disent que oui, a priori, peut-être que les glands étaient quand même plus verts que les autres années. Donc on peut se demander, dans ces cas-là, la question qui vient souvent, c'est est-ce que le vent pourrait impacter la chute des glands prématurés? Donc ça, on va en reparler, on a essayé de regarder un peu ça. Et l'autre question, c'est évidemment l'impact des conditions météorologiques. D'une, sur la quantité de glands, mais on pourrait se demander si la toxicité des principes toxiques présents dans les glands, est-ce qu'elle n'a pas changé aussi dans les dernières années? Donc ça pourrait influer donc, sur la quantité, et aussi donc, sur la composition des tanins, qui pourrait expliquer éventuellement la cyclicité annuelle qu'on retrouve. Et il y a quand même un truc qui est marquant aussi quand on interroge les gens, c'est qu'il y a quand même donc, 63% des chevaux qui avaient déjà été exposés aux glands,
Et sans même qu'on pose la question, il y a un quart des gens qui nous disent « mais mon cheval, en fait, ça fait des années, il avait toujours mangé des glands ». Donc les gens, ils ont vraiment du mal à comprendre. Et puis nous aussi, pourquoi aujourd'hui, du jour au lendemain, entre guillemets, ils sont malades alors qu'il y en a certains, ça faisait 15 ans qu'ils mangeaient des glands tous les hivers. Et éventuellement expliquer la progression apparente. Voilà. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, et éventuellement la variation régionale aussi, pareil, le type de chêne. Donc on a essayé de regarder un peu ces questions-là. Donc pour ce qui est de l'impact du type de chêne, donc en région nantaise, on a surtout le chêne pédonculé et le chêne rouvre, comme on peut le voir sur le diagramme de gauche, alors dans le sud de la France, on a un chêne pubescent et un chêne vert. Après, dans l'état actuel des choses, nous, on s'est intéressé qu'au cas dans notre région, et ce serait intéressant de faire une répartition des cas à une plus large échelle pour essayer de mieux comprendre éventuellement s'il y a des vétos dans le sud de la France ou ailleurs qui nous disent bah, moi j'ai pas beaucoup de cas, ou au contraire moi j'ai beaucoup de cas, essayer de corréler ça éventuellement au type de chaîne différent, je pense que ce serait intéressant. La deuxième chose qu'on a essayé de s'intéresser, c'est l'impact du vent. Donc là je vous ai présenté les 3 années, parce que les majorités des cas sont en 2015 et 2017. Donc, je vous ai présenté les cas de 2015, 2016, 2017. Donc, en gris c'est les rafales de vent et en vert c'est le vent moyen. Et globalement si on compare un peu les rafales de vent ou le vent moyen avec le nombre de cas, on remarque que globalement, il n'y a quand même pas d'impact et on ne voit pas de relation évidente entre les vents moyens ou les rafales dans la région nantaise et des séries de cas dans les jours qui suivaient. Alors, précédemment, on a vu que la majorité des gens, 80% des gens environ, jugeaient que cette année-là, il y avait plus de glands que les autres années. Alors en fait, de la même façon qu'il existe des années à fruits, il existe des années à glands. En anglais, ils appellent ça mast effect ou mast ear. En français, on appelle ça la glandée. C'est un mot particulier, je ne connaissais pas avant non plus, avant de me pencher sur la question. Et en fait, cette glandée, donc, elle est bien connue des gens qui s'occupent des chênes et du commerce de chênes. Déjà, là, pareil, alors, il y a beaucoup d'études, c'est des études nord-américaines, donc c'est pas toujours facile d'extrapoler, mais donc, elle a été démontrée pour certains types de chênes, donc ça c'est avéré, c'est sûr qu'il y a des chênes qui produisent plus d'une année à l'autre, et ça a été aussi montré que, par exemple, la glandée elle variait d'une année à l'autre. Dans l'est de la France, on estime qu'on est plus près des 6 ou 10 ans, alors que dans l'ouest de la France, on est plutôt à 2 ou 5 ans. Donc, je pense que ce serait intéressant d'essayer de se rapprocher un peu de cette question-là. Alors, par contre, quand on essaie de s'intéresser à la glandée et d'essayer de savoir pourquoi il y a des années où il y a plus de glands que d'autres, donc il y a quand même pas mal de controverses, c'est-à-dire que même les experts qui se penchent sur la question, ils ne sont pas tous d'accord. Donc, ce qui fait à peu près consensus, c'est les facteurs climatiques qui influeraient au moment de la pollinisation des glands. Donc la pollinisation, elle a lieu plutôt en avril et en mai, et on estime plutôt que ce serait soit l'ensoleillement important, soit une certaine sécheresse, des vents moyens ou de basses températures en hiver au mois de janvier-février, qui accentuerait cette production de glands et qui amènerait à des années à glands, des glandés. Donc on a essayé de s'intéresser un peu à ça aussi. Donc si on regarde l'ensoleillement dans la région nantaise sur la période avril-mai, en fait on remarque que pour 2011 et 2017, on avait la barre rouge, c'est l'ensoleillement moyen. On remarque qu'il y avait un ensoleillement plus important pour 2017 et 2011. Par contre, on remarque que pour 2015, c'est pas fou. Donc sur la période 2011-2017, on pourrait se dire OK sur 2015. Pour ce qui est de la sécheresse, donc si on regarde les précipitations, pareil, au mois d'avril-mai, donc en fonction des années, en rouge, encore une fois, c'est les normes de Météo France, on remarque qu'en 2017, c'était quand même bien en dessous des normes par rapport aux autres saisons, et pareil en 2011. Donc pareil, éventuellement, ce critère-là, il pourrait revenir. Voilà. Est-ce qu'encore une fois, l'impact du changement climatique, ça c'est encore un grand débat. Pour ce qui est des basses températures en hiver, on a repris les mesures de température en janvier, courant janvier. Donc là, il y a 3 courbes, c'est la moyenne, les températures max et les températures minimum. Et si on remarque les températures, et pareil, les 3 barres, alors ça ne se voit pas très bien avec la lumière, je pense, mais les 3 barres, c'est les normes. Globalement, on remarque qu'il y avait un froid tardif, notamment en 2017, pour 2011 et 2015, ça ne ressort pas particulièrement. Donc c'est quand même pas facile de tirer des conclusions absolues. Et pour ce qui est du vent moyen en avril-mai, au niveau de la pollinisation, donc qui favoriserait la pollinisation, alors là, pour le coup, il n'y a à peu près aucune corrélation. Donc au bilan, bien qu'il y a certains facteurs qui semblent influencer, particulièrement pour l'année 2011 et 2017, par exemple pour l'année 2015, on ne trouve pas spécialement de facteurs climatiques qui expliquent cette glandée. Donc une corrélation absolue reste difficile, et je pense qu'il y a encore d'autres études qu'il faudra qu'on se pose sur la question. Pour ce qui est des facteurs locaux et des facteurs prédisposants, si on essaye qu'on demande aux propriétaires de grader un peu la quantité d'herbe de près, il y en a quand même près de 60% qui estiment la quantité d'herbe à moins de 3 sur 10 ou inférieur. Pareil, dans près de 40% des cas, les chevaux ne sont pas complémentés en foin ou en granulés. Donc on va se demander s'il n'y a pas un certain manque de nourriture. Il y a même des propriétaires qui avaient dit
volontairement qu'ils avaient réduit la nourriture pour faire maigrir ces chevaux qui vivent au pré toute l'année et que parfois, à l'automne, ils sont un peu obèses et qui veulent les faire maigrir. Pareil, pour ce qui est de la taille des pâtures, si on interroge les gens sur la taille des pâtures et qu'on leur demande la taille des pâtures et la densité de population, on se remarque que la densité moyenne par hectare par cheval est à 0,6 hectares par cheval en moyenne, ce qui est assez faible et souvent plus bas que les recommandations qu'on conseille habituellement. On pourrait aussi se poser la question que la densité importante de population ne favorise pas les intoxications au gland. Enfin, si on interroge les gens sur le comportement du cheval, on se rend compte que dans 60% des cas, les gens soit considèrent, si on leur demandait s'ils étaient soit dominants, soit plutôt neutres ou soit plutôt soumis, la majorité, 60% des gens estiment leur cheval comme soit gourmand, soit dominant, sans autre anomalie par ailleurs. Et pareil, notre état corporel était un tout petit peu élevé, mais voilà. Donc pareil, on ne pourrait pas se demander s'il n'y a pas des prédispositions comportementales à des chevaux un peu gourmands. Donc en conclusion, c'est la première étude de cas cliniques en France, et vraiment ce qui est notant, c'est la forte saisonnalité avec un pic la première semaine d'octobre et la cyclicité annuelle qui est vraiment très forte. Par exemple, cette année, il y a quand même eu des glands et on a eu, pareil, aucun cas. En 2016, c'était exactement pareil. Et quand on compare, quand je demandais pareil à des collègues à Dozulé, ils n'avaient pas eu d'intoxication non plus. Donc c'est assez étonnant cette cyclicité quand même qu'on trouve. Le tableau typique est vraiment typique avec une colite œdémateuse qui est très sévère, d'évolution aiguë à suraiguë, compliquée d'état de choc toxique et d'affection rénale plus ou moins hépatique et hémolytique, mais c'est plus rare. Donc avec une survie globale de 44% et les facteurs prédictifs de la survie, si on doit avancer un peu des chiffres pour aider les vétos dans leurs décisions, c'est la fréquence cardiaque, même si c'est ce qui est peut-être plus variable. Ce qui est presque le plus fiable, c'est l'hématocrite, les lactates et la créatinémie, donc les marqueurs d'état de choc en fait, si on y repense, et l'épaisseur du côlon. Les facteurs favorisants pourraient être la quantité de glands sur le sol, les glands verts, éventuellement la composition des glands, mais ce serait bien du coup d'essayer de faire des études dessus. Et des facteurs locaux comme éventuellement le manque d'herbe, la densité élevée, le surpâturage ou des comportements individuels. Et du coup, donc l'impact de la glandée, ce serait bien qu'on essaye qu'il faudrait caractériser un peu mieux. Donc en conclusion, c'est que cette étude, elle quand même soulève, en fait c'est toujours pareil, quand on se penche dans un sujet, plus on se penche dedans, plus on trouve de questions et d'interrogations, et je pense qu'il y aurait plein d'idées à faire, soit faire des cartographies plus larges, par exemple, je sais pas, créer un sous-réseau gland dans le reste, doser les tanins, étudier le microbiote des chevaux, comme ils l'ont fait par exemple sur la myopathie atypique, essayer d'étudier le microbiote, est-ce qu'il y a des chevaux qui sont plus sensibles que d'autres, doser les enzymes salivaires. Donc je pense que voilà, il y a plein d'idées, mais c'est toujours pareil, il faut du temps et de l'argent. Et voilà. Bon. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Bon, je vais laisser la parole à Gilbert. Je crois que ta présentation elle était sur l'autre ordi. Marion, t'as l'ordi Non, c'est le mien. L'adaptateur, il a qui? Comme plante toxique. C'est beaucoup moins scientifique, beaucoup moins structuré. C'est juste pour vous montrer un panorama des plantes qui ont défrayé la chronique du Centre antipoison vétérinaire de Lyon, mais également de Capae Ouest de Neuilly. Donc il y a énormément de plantes toxiques qui peuvent défrayer les intoxications cliniques. Moi, je ne suis pas vétérinaire clinicien équin. Je suis vraiment toxinologue, c'est-à-dire que j'arrive avec mes plantes et mes animaux toxiques, et je vois qu'en fonction de ce que peuvent nous rapporter les praticiens,
quelles sont les plantes qui peuvent éventuellement expliquer les tableaux cliniques observés. Alors, les animaux adorent, enfin ces herbivores, fréquenter des plantes toxiques, mais obligatoirement ne les consomment pas. Là, je vous ai pris un exemple de chevaux d'un club hippique qui sont exposés à des Datura stramonium, des plantes extrêmement toxiques. Des plantes extrêmement toxiques. C'est bon? Donc, mais par contre, ces plantes émettent des substances de répulsion vis-à-vis des chevaux, puisque les chevaux les fréquentent, mais ne les consomment jamais en verre, et attendent patiemment que ces plantes soient coupées et perdent leur facteur de répulsion. Et à ce moment-là, peuvent éventuellement, dans ce cas présent, exprimer leur toxicité. Ce qui explique qu'on peut être exposé à une plante toxique sans obligatoirement faire une clinicité. Donc il va falloir être toujours vigilant par rapport à l'exposition de ces chevaux, par rapport à des plantes potentiellement toxiques, et connaître leur degré de toxicité. Et c'est uniquement en se méfiant et en étant vigilant qu'on arrivera à prévenir le risque d'accident avec les chevaux. Alors je voulais faire le lien avec le précédent. Pour moi, vu du toxicologue, la toxicité des quercus, que ce soit Robur et les autres, c'est une toxicité de genre indigestion alimentaire, c'est-à-dire que quand vous avez un excès de gland, vous pouvez mourir rapidement pour un cheval, mais également caché derrière une toxicité rénale liée à l'hydrolyse d'éthanol qui, chez le cheval, va se faire au niveau du sécom. C'est-à-dire que vous avez le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire, premièrement, vous vous intoxiquez avec la première glandée, et là, derrière, insidieusement, peut se cacher l'hydrolyse d'éthanol qui, eux, vont avoir des effets délétères, en particulier au niveau du foie et au niveau du rein, comme l'a signalé Tanguy. Voilà. Donc, il faut se méfier de ce type d'intoxication, puisque l'intoxication au chêne est également décrite avec les jeunes feuilles de chêne, puisque là, on était surtout sur les glands précédemment, mais ça a été également observé, et sur les jeunes feuilles, on s'aperçoit que ce n'est pas une consommation massive, mais une consommation réitérée de feuilles avec l'hydrolyse d'éthanol qui va provoquer, et là, on a un tableau qui n'est pas du tout digestif, qui est essentiellement rénal et hépatique. Alors, une autre plante dont il va falloir se méfier énormément dans les années à venir, c'est le Sénocio incudens, c'est le Senson du Cap. Alors, certains connaissent Jacobea vulgaris, le Senson de Jacob. Le Senson de Jacob, c'est vrai qu'il était intéressant, mais il est medium toxicity, c'est-à-dire qu'il n'est pas très chargé en alcaloïdes pyrolysidiniques. Et par contre, là, on est sur le Senson du Cap, là, on a vraiment de l'alcaloïde hyper puissant. Et cet alcaloïde est rétrorcine et sénotionine, et ces deux-là vont avoir un effet hépatique extrême. C'est-à-dire que c'est vraiment les fléaux de l'intoxication. Alors, on a l'expérience des Américains, des Australiens et des Sud-Africains qui, eux, quand ils sont confrontés à ce type de plante, savent qu'ils vont avoir entre 10, 15, voire 50% de mortalité. Là, pour l'instant, c'est une plante qui est, on a de la chance, en bordure de pâture et surtout en bordure de route et d'axes ferroviaires. C'est-à-dire que vous trouvez cette plante qui est en train de remonter du sud de la France et qui utilise les grands axes de circulation, qu'ils soient fluviaux, ferroviaires ou autoroutiers. Et le plus bel endroit où vous pouvez observer des Senson incudens, c'est généralement sur les bords d'autoroute. Et c'est une plante qui, donc c'est une astéracée, qui va se transmettre, c'est un peu le pissenlit si vous voulez, avec ses akènes, ça va diffuser très largement, et à partir du moment où elle va trouver un terrain, à la différence d'une Senson de Jacob, elle va pouvoir s'implanter parce qu'elle a ce caractère vivace de plante qui lui permet de perdurer pendant l'hiver, alors que le Senson de Jacob, lui, aura disparu. Donc ça veut dire qu'on a une période d'exposition à un toxique cumulatif qui va être beaucoup plus longue, et donc résultat, on a des alcaloïdes plus toxiques, plus une période d'exposition plus longue, donc un risque d'exposition plus long. Alors, c'est vrai que là, j'ai croisé avec une cartographie de conservatoire botanique. Alors, je n'ai pas réussi à obtenir celui de Bretagne-Normandie, parce que les délais étaient trop courts. Néanmoins, on voit que c'est parti du sud, donc dans le sud, c'est un vrai problème. Ma collègue de Toulouse, elle, a déjà fait des études sur 53 chevaux intoxiqués au Senson incudens. On voit que c'est en train de monter vers le nord et c'est en train de rentrer, et actuellement, ça rentre du côté de la Normandie, où on a de plus en plus d'observations d'exposition. Mais également en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, on a une cartographie qui a été faite récemment par le Conservatoire botanique Massif Central, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus ces plantes en bordure de pâture de chevaux et qui rentrent dans la pâture, et surtout généralement dans des pâtures, des jachères, où la plante s'insère durablement. Donc là, on a un risque d'intoxication chronique par un produit hépatotoxique.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les envahissantes enquiquinantes. Et je vais passer à une deuxième enquiquinante, c'est la grande berce du Caucase. Alors, grande berce du Caucase, c'est un autre climat. C'est-à-dire que c'est une plante qui va s'installer dans les pâtures plutôt ouest de la France. C'est une plante qui contient des furocoumarines. Et ces furocoumarines, elles peuvent passer ou par ingestion ou en transcutanée. Et donc, le problème, c'est que tous les animaux et tous les chevaux ne sont pas totalement équivalents par rapport à la toxicité, puisque c'est une toxicité qui va s'exprimer sur les robes claires et qui peut également s'exprimer sur l'humain qui chevauche la robe claire ou la robe sombre. C'est-à-dire qu'un cheval à robe sombre ne fera pas l'intoxication, mais le cavalier, si. Donc ça passe très bien en transcutané, puisque je l'ai expérimenté. Ça marche très bien, vous êtes brûlé au 2e degré et vous en gardez quelques séquelles. Ce sont des substances qui sont produites surtout sur la berce du Caucase, mais également sur Ruta graveolens. Moi, j'avais fait Ruta graveolens avec des moutons. Ce sont des... Comment dire j'ai perdu mon truc. Oui, ce sont des substances qui vont s'exprimer au niveau de la plante quand elle est généralement en croissance, parce qu'on a une très belle cinétique de la dispersion des furocoumarines dans la plante, c'est-à-dire qu'au moment où les jeunes feuilles apparaissent, on a un pic de furocoumarines, ensuite le pic régresse, il passe au niveau de la fleur, et ensuite il passe au niveau de la graine. Et donc c'est l'exposition à ces substances qui, sous l'action du soleil, va s'hybrider avec l'ADN des cellules entre l'épiderme et le derme, et faire une disjonction. Et généralement, vous avez l'animal qui prend une peau cartonnée et qui perd ses poils. C'est extrêmement violent, c'est pas mortel, mais ça oblige généralement, enfin surtout sur les animaux à peau claire, à se mettre 3 semaines à l'ombre, à pousser les wagonnets au fond de la mine. Ça, c'était pour les moutons dans le sud de la France, on les avait mis 3 semaines au fond de la mine. Une autre famille de plantes qui a un petit peu émergé, bon, c'est vrai que c'est assez ancien, le Nerio moleander, le laurier rose. Bon, c'est une plante méditerranéenne qu'on trouve beaucoup dans les haies, très rarement consommée en frais, et qui contamine généralement par les foins. Et de plus en plus, on a des foins d'intoxication. Alors, c'est vrai que c'est une intoxication qui est ancienne, mais néanmoins qui a défrayé la chronique, puisque la dernière fois, c'était un élevage d'équidés. Il y avait 200 chevaux, il y en a 4 qui étaient morts. Et l'expert de l'assurance demandait à ce qu'on prouve que c'était bien l'intoxication laurier rose. À l'autopsie, pas de feuilles de laurier rose dans le contenu stomacal, ni dans le contenu fécal. Le tube digestif vide, pas d'autres éléments. Et là, on était très, très embêtés pour confirmer. Et c'est là où on a mis en place, avec les nouvelles méthodes en LCMS, le dosage au niveau du foie. Et c'est vraiment par ce biais-là qu'on arrive à confirmer. Et là, il y a une très belle étude faite par Gallet aux États-Unis qui montrait sur des cas californiens que dans 50% des cas, on ne retrouvait pas la plante au niveau de l'animal, mais uniquement dans les crottins. Et quand j'ai posé la question, est-ce que vous pourriez me retrouver les crottins des 24 dernières heures des 4 chevaux morts, la personne m'a un petit peu pris un petit peu dur. Alors, ce qu'il faut savoir également, parce que c'est une plante qui est très, très intéressante, c'est qu'elle subit un phénomène inductif. On a parlé tout à l'heure du stress chez la plante. Il faut savoir que là, il y a un Aphis neri, c'est les petits pucerons jaunes que j'ai matérialisés. Il faut savoir que sous pression de pucerons jaunes, elle passe de 500 ppm à 1500, voire 3000 ppm. C'est-à-dire que votre plante, qui est déjà toxique, à peu près à 45 grammes de feuilles pour un cheval de 500 kg, elle va tomber à peu près à 30 grammes. Et 30 grammes, voire 25 grammes, ça fait plus que 3-4 feuilles. Et 3-4 feuilles sur un équidé, c'est rien du tout. Donc on est vraiment au niveau du laurier rose sur une des plantes les plus toxiques, quelle que soit l'espèce, mais en particulier le cheval, qui vous tue un cheval en très peu de temps. En moins de 24 heures, c'est torché. Et généralement, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque malheureusement, il y a une antidote, mais elle coûte très cher. Et surtout, on a prouvé que l'antidote en fin d'évolution ne marchait pas du tout. Alors, elle est habitée également par une cohorte d'autres plantes qui contiennent des hétérosides cardiotoxiques avec des degrés divers de toxicité. Et là, récemment, on a eu un petit cas avec des adonis. Alors, l'adonis, c'est ce qui était intéressant, c'est que c'est une plante qui avait totalement disparu des herbages et qui est en train de revenir parce qu'on a baissé la quantité d'herbicides dans l'environnement. Et donc, résultat, on a laissé revenir cette plante en adventice dans les cultures. Et c'est une plante qui est très, très discrète, puisque 3 botanistes avant moi étaient intervenus sur le foin, et personne n'avait détecté la présence de la plante, qui est toute petite. C'est juste un pétale orange que vous voyez en bas, là-bas dans le foin, qui a attiré mon attention. Et en tirant sur le pétale orange, j'ai découvert un fruit caractéristique de ranonculacée, d'où Adonis.
Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le vétérinaire connaissait parfaitement l'intoxication au laurier rose. Il me dit c'est comme le laurier rose, sauf que c'est beaucoup plus neurotoxique et beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que d'habitude, on met 24 heures généralement pour voir apparaître les symptômes après l'exposition. Là, en moins de 6 heures, l'animal était déjà parti. On a quand même eu 12 morts sur 14. Ça secoue quand même un peu. Et par contre, après, l'enquête a démontré que les provenances des foins étaient à revoir. Donc là, l'enquête est en cours, je ne développerai pas plus. Et puis, on a d'autres plantes, comme la digitale, l'élébore ou le muguet. Alors, le muguet, c'est anecdotique chez le cheval. C'est plutôt chez le chien et chat, généralement au 1er mai. Généralement, on a notre petit pic d'exposition et boum, des animaux qui font leur intoxication. Mais on est quand même, par rapport au laurier rose, on est quasiment à 10 à 20 fois moins toxique. Et quand on en arrive à la digitale, on est quasiment 400 fois moins toxique que le laurier rose. Donc pour arriver à intoxiquer un cheval avec de la digitale, mais c'est quelque chose qui est en train de revenir un peu au mode du jour, lié à l'utilisation en sous-bois des chevaux pour nettoyer les sous-bois. Et là, ils sont exposés à la digitale et parfois, ils peuvent consommer de la digitale. Mais néanmoins, ils vont faire une intoxication modérée au digitalique. Donc on n'aura que la fraction tentative de vomissement chez le cheval ne marche pas. Et généralement, quelques troubles cardiaques, mais assez légers, beaucoup moins marqués et généralement, on ne bascule pas dans les troubles nerveux. Une autre plante qui émerge beaucoup plus et qui va réémerger, c'est le coquelicot. Alors le coquelicot, c'est quelque chose qui, moi, m'avait intéressé il y a un très grand nombre d'années, parce qu'on avait un foin à 40% de coquelicot qui avait intoxiqué un cheval. Et j'avais le tableau clinique qui me paraissait super caractéristique d'une intoxication morphinique. J'ai dit au véto, tentez l'antidote de la morphine. 2 heures après, il me rappelle, il me dit, vous aviez raison, ça a marché. Donc là, ça a posé la question. Et là, ce que je vois actuellement avec l'Observatoire des coquelicots en France, c'est que le coquelicot, il a développé une résistance aux herbicides que nous avions développés. Donc maintenant, il est en train de revenir, mais résistant aux herbicides. Donc il reprend l'ascendant sur les champs et on voit de nouveau des foins fortement contaminés au coquelicot. Donc je me suis dit, je vais rechercher au niveau de ces coquelicots, est-ce que par hasard, ils auraient des morphiniques? Non, ils n'ont pas de morphinique. Par contre, ils expriment une toxicité morphinique. Et mon collègue de Lille m'a dit, c'est bizarre, mais je le vois croiser dans une technique de nouveaux produits stupéfiants. Il y a un petit spot dans un coin là qui me paraît suspect avec tes chevaux. Peut-être qu'on va les détecter au titre du dopage. Donc, pour l'instant, je n'ai pas la réponse du laboratoire du dopage de cheval de sport. On l'aura peut-être un jour, mais ils répondent généralement rarement à mes questions. Mais néanmoins, c'est normal parce que, voilà, peut-être qu'il faudra la poser par d'autres voies. Néanmoins, c'est quelque chose qui pourrait être détecté et qui pourrait faire un faux positif, simplement parce qu'on a été exposé. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je ne suis pas sûr que tous les chevaux soient égaux par rapport à cette sensibilité au morphinique. Et moi, dans mes cours très anciens de médecine équine, il y avait toujours cette petite poche de chevaux à sensibilité au morphinique. C'est-à-dire que quand on fait une morphine sur ces chevaux, ils développent une réaction paradoxale et beaucoup plus élevée, voire des troubles convulsifs. Voilà. Une autre plante, alors là, on a, pour montrer un petit peu dans le panorama, là, on est sur une plante très, très localisée. Circumméditerranéenne, et tous les cas observés en France ces 20 dernières années l'étaient en Corse. On vient de les observer sur le continent, et c'est ça qui est très très intéressant. On les a observés sur le continent parce qu'on a utilisé le cheval hors de son contexte habituel, c'est-à-dire qu'on a utilisé le cheval dans le cadre d'une subvention du Conseil général pour ouvrir le milieu et débroussailler le maquis. Ils appellent ça démaquiser. Donc ils ont mis ces chevaux dans des biotopes qui n'étaient pas du tout adaptés au développement, enfin, l'exploration alimentaire du cheval. Et les chevaux, ils sont tombés sur des plantes qu'ils ne connaissaient pas, mais surtout qui étaient vertes en hiver, et c'était la seule ressource qui leur paraissait comestible en hiver. Et là, brutalement, on a vu apparaître des symptômes. Donc là, on a commencé, nous, parce que c'est une plante qu'on connaît relativement bien sur le plan toxique, on a commencé à rechercher d'abord la molécule toxique. Et la molécule, on s'est aperçu qu'il y avait une très grande diversité dans les plantes, et que ce qu'on avait observé dans les années 80-90, ça s'était en train de se confirmer, et avec des nouveaux outils d'analytique, on arrivait vraiment à ségréger les plantes, et c'est là où le botaniste s'est croisé avec le phytochimiste, et je me suis aperçu que les diagnoses botaniques étaient extrêmement importantes, puisque là, on est sur une toxicité d'espèces. Donc, ce n'est pas une toxicité de genre botanique, c'est vraiment une toxicité d'espèces, et une seule espèce de férule, Ferula communis, est toxique. La Ferula glauca, qui est à l'ouest du Rhône, et qui est à feuilles un peu plus épaisses, qui était initialement
Ferula communis subspecies glauca, et qui en 2007 est rebasculé Ferula glauca, donc vraiment férule glauque. Et cette férule glauque, quand on la dose, il y a 0 principe toxique, mais vraiment 0. Alors qu'on a une petite poche dans la montagne de la Clappe et dans le Roussillon, où on avait des petites férules là, qui étaient super sympas, intermédiaires, on les avait dit Ferula communis microcarpa, et on s'est dit, bah, c'est intéressant, elles sont dans une gamme 10-50 ppm. Ça, c'était en 2014. 2017, on a 35 brebis sur 200 qui sont mortes. Et là, quand on a voulu redoser les férulas, on était entre 1500 et 3000 ppm. C'est-à-dire que la microcarpa avait rattrapé la communis, celle qu'on dose généralement du côté de Toulon hier et en Corse. Et là, on retrouvait des toxicités à 3000 ppm. Je vous promets que c'est 150 grammes pour un mouton, c'est à peu près 500 grammes pour un cheval. C'est un toxique qui est légèrement cumulatif sur 2-3 jours. Alors que quand c'est à 50 ppm, c'est 150 kg en 5 semaines. Donc on voit qu'on changeait complètement de gamme. Et c'est une plante qui est assez bien développée du côté d'hier, par exemple, où le maire avait envisagé de faire nettoyer sa colline par les chevaux et les moutons. Je lui ai fortement déconseillé si c'était pour planter l'éleveur et de moutons et de chevaux. Voilà, donc là on a réussi à faire une cartographie du risque, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui est dans la zone rouge, chevaux exposés plusieurs jours à de la Ferula communis, on est à peu près garantir l'intoxication. Dans la zone bleue, il n'y a pas de toxicité, donc ils peuvent très bien consommer de la Ferula glauca, ce n'est pas la même férule. Et c'est une plante qui est très discriminante, c'est-à-dire que quand on a de la communis, on n'a pas de glauca. Et quand on a de la glauca, on n'a pas de la communis. C'est-à-dire qu'elle est très sectaire, et surtout, à la différence de la myopathie atypique, c'est une plante qui ne supporte pas l'hybridation, alors que Acer sycomorus peut accepter éventuellement d'échanger un peu de génome avec d'autres sycomores proches. C'est le problème du palmatum. Et par contre, en Corse, c'est vraiment un problème. Alors pour l'instant, on n'a pas encore fini la cartographie, mais on a vraiment des bassins comme le Nebbio, comme le sud de la Corse, comme la région de Cargès, Piana, où là, on a des férules, mais qui crachent à des 10 000 ppm, voire 15 000 ppm. Et là, je peux vous garantir que chaque année, c'est 10-15% de mortalité. Alors c'est surtout sur des moutons, surtout sur des vaches, mais régulièrement, on a des problèmes parce qu'ils ont réintroduit certains chevaux d'accompagnement. C'est généralement des chevaux de club hippique. Et par contre, ce qui est amusant, c'est là que c'est très très intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que le cheval de race corse, officiellement, lui, il était résistant à la férule, comme la chèvre corse, comme la vache corse. C'est-à-dire que ces animaux qui ont été exposés depuis très nombreuses années ont des facteurs de résistance. C'est-à-dire que quand vous avez un troupeau, alors là, ce n'est pas des chevaux, je suis désolé, mais c'est avec des vaches, une vache au braque, qui est le taureau, des vaches corses, et entre les deux, des veaux hybrides au braque corse, eh bien, le taureau, dès qu'il voit de la férule, poum, il nous fait des signes d'intoxication, donc on est obligé de le rentrer. Les vaches corses, elles passent au niveau des férules, elles en bouffent, elles sont chargées en férulénol, qui est le principe toxique. Il n'y a pas de problème, ça passe dans le lait, ça intoxique les veaux. Mais les veaux, comme ils sont des hybrides, sont sensiblement sensibilité intermédiaire. Donc on voit bien, c'était la question de la mitritatisation, c'est-à-dire que exposé de longue date sur un millier d'années, on a induit une résistance de l'animal, et cette résistance, là c'est plus le ratologue qui parle, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est une résistance génétique et non pas une résistance enzymatique. Parce que vous avez les deux façons de résister à un toxique, soit par induction enzymatique, soit par résistance génétique. Voilà, alors c'est le sujet qui me préoccupe le plus particulièrement à l'USC 1233 Vetagrosup, puisque c'est mon sujet de recherche. Et là, il se trouve que pour ce sujet-là, vous bénéficiez d'une prise en charge par nos outils de recherche pour la recherche de 16 substances dans toutes les matrices biologiques. Donc si vous êtes praticien et que c'est une zone à risque, eh ben, on prend en charge les analyses. On recherche évidemment à essayer de trouver des traitements antidotiques chez le cheval, mais chez les autres animaux également, et en particulier l'antidote des anticoagulants, c'est la vitamine K1. Et là, on vient de s'apercevoir que par l'alimentation, on pouvait, là c'est chez le campagnol, eh ben, que le campagnol il a accès et aux toxiques et à son antidote. Résultat, nous n'arrivons pas à empoisonner les campagnols. Donc ça passe dans le lait, et puis là, en ce moment, on essaye de travailler sur la cinétique du férulénol dans la plante, c'est-à-dire voir comment, dans la plante, entre sa naissance, sa floraison, etc., à quel moment on a des pics de férulénol. Au départ, on était parti sur une étude transversale, c'est-à-dire qu'on prenait les plantes jeunes et on dosait le férulénol, mais là, on essaye de voir s'il y a des territoires, s'il y a des consommations et si des organes de la plante sont plus ou moins toxiques. Voilà, j'ai fini pour la férule. Là, j'arrive sur une plante qui est
pour moi, extrêmement intéressante. C'est un cas qui a commencé avec des moutons en Algérie. Les Algériens m'ont décrit un tableau clinique de paralysie flasque ascendante avec un storage disease. Je leur ai dit, mais moi, ça me fait penser à Trachyandra divaricata, qui est une plante toxique australienne et sud-africaine. Et cette plante sud-africaine, avec une consommation d'à peu près 2 mois, provoque cette paralysie flasque ascendante qui fait penser au botulisme. Voilà. Donc, on s'est dit que sur ce mouton, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de rechercher la présence de l'hypophycine en périneuronale. On a prélevé la plante. La plante, on la connaissait, c'était une plante algérienne. Et il se trouve que le tableau clinique était concordant et c'était exactement le même et les lésions sont les mêmes. Donc on a confirmé. Et au même moment, nos collègues turcs ont démontré qu'ils avaient le problème. Ce qui est amusant, c'est que c'était une suspicion que j'avais faite en 92 en Corse et dans les morts. Et c'est où j'avais observé des chevaux, des moutons et des cochons qui présentaient cette paralysie flasque ascendante. Mais malheureusement, à l'époque, je n'avais pas pu aller au-delà que de la suspicion. Donc je pense qu'il faut quand même se méfier de cette plante. Donc c'est une plante méditerranéenne, sauf que maintenant, elle est rentrée dans les jardineries et elle est vendue comme plante d'ornement. Et c'est une plante qui a une faculté d'envahissement exceptionnelle. D'abord, elle n'est pas consommée, donc elle favorise le refus chez les animaux. Et après, comme il n'y a plus que ça qui occupe le terrain, ils commencent à les pointer, comme vous le voyez sur une des... Bon, là, c'est des épointages de moutons. Et c'est une plante extrêmement décorative, très jolie, et généralement, dans les périurbains, beaucoup de gens les cultivent. Et résultat, on les retrouve à exposer aux chevaux, surtout sur les nouveaux chevaux de jardin. Voilà. Parce que c'est une tendance maintenant. Avant, on avait la chèvre de jardin. Maintenant, on a les petits chevaux de jardin. Et donc, le problème, c'est que ça nous change complètement les plantes exposées chez le cheval. Sachant que les intoxications chez le cheval par les plantes, c'est quand même plus de 50% des appels au centre antipoison. Alors, il y a une plante, là, je vais essayer de faire assez vite parce qu'il faut balayer. Galliga officinalis. Galliga officinalis, c'est la rue des chèvres. Alors, elle est toxique chez le mouton. Ça, c'est connu depuis très ancien. Chez les bovins. Par contre, chez le cheval, je suis quand même fortement douteux, parce que j'ai des chevaux qui vivent au milieu de galéga, qui bouffent du galéga, qui vivent dans des champs envahis de galéga, et sans aucun symptôme. Alors, c'est une toxicité qui s'exprime sûrement très bien chez les ruminants, mais probablement pas chez les chevaux. Donc, Galliga officinalis, c'est même utilisé au Canada comme fourrage. Donc, chez le cheval, je pense qu'il faut s'en méfier. Prunus lorocerasus, je vous l'avais mis comme exemple, parce que c'est une plante toxique quand la feuille est jeune, c'est-à-dire au moment où elle produit son pic d'hétérosite cyanogénétique, mais qui, dès que la feuille est vernissée, perd totalement sa toxicité. C'est-à-dire que là, on passe d'une ingestion de 1 kg pour un cheval pour intoxiquer avec des feuilles jeunes, on passe à quasiment 10 à 12 kg de feuilles vernissées. Or, quand elles sont vernissées, les chevaux, ça les intéresse beaucoup moins de boulotter les feuilles. Une plante qui est un grand classique, qui est Taxus baccata, l'if. Donc là, vous avez vraiment une des plantes avec le laurier rose, qui est une des dominantes toxicologiques chez le cheval. Le trifolium, les trèfles, alors les trèfles, on les accuse de tout et de rien. Les plus beaux cas quand même qu'on a ces dernières années avec le trifolium, c'est des envahissements de trèfles blancs, généralement, qui sont photosensibilisants par obturation des canaux biliaires et résorption de phyloérythrine. Résultat, on a des très belles intoxications. Et par contre, le problème pour les éleveurs de chevaux, c'est la mise à l'ombre, puisque là, la mise à l'ombre pour une intoxication à la trifolium a quand même nécessité 6 mois d'absence d'exposition au soleil. C'est quand même pas très très pratique de mettre 6 mois son cheval au noir. Equisetum pratensé et Pteridium aculinum, c'est les deux plantes à thiaminase. Donc là, on a une toxicité totalement différente entre les bovins qui, eux, auront leur toxicité avec la fougère aigle et avec les Equisetum. Mais chez le cheval, c'est vraiment une toxicité neuronale pure et dure et qui est extrêmement efficace. Mais il faut une consommation quand même importante. On estime à peu près à une dizaine de kilos sur quelques jours pour arriver à intoxiquer. Une des autres dominantes toxicologiques au niveau des chevaux, c'est Robinia pseudoacacia. C'est quand même la première plante toxique généralement dans les statistiques des centres antipoison. C'est vrai. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que généralement les intoxications sont observées avec des grignotages de poteaux. C'est-à-dire, on vient de faire des nouveaux poteaux avec des acacias, parce que l'acacia est réputé comme insectifuge. Donc, résultat, on plante les nouveaux poteaux, on oublie de les écorcer, les chevaux écorcent les robiniers, il y a une toxine dans l'écorce, et résultat, on observe rapidement un trouble convulsif et des troubles cardiaques. Une autre plante, mais qui était en désuétude, c'était la cytise au bourg,
Laburnum anageroides, qu'il ne faut surtout pas confondre avec la cytis botanique. Et souvent, on vous met une cytis botanique, qui est un cytisus, et le cytisus, lui, c'est un fourrage. Donc, il n'est pas du tout toxique. Par contre, Laburnum anageroides contient de la cytisine, qui, elle, est une toxicité assez marquée. Par contre, l'exposition est extrêmement rare, parce que les vraies cytises en forêt sont généralement des plantes de montagne. Une autre plante qui défraie beaucoup la chronique, c'est les thuyas et les cupressus. On a énormément de questions. Mon voisin a des thuyas et cupressus. Il a jeté les branches dans la pâture du cheval. Ben, généralement, les chevaux la regardent avec intérêt, mais n'y les consomment pas, parce que là, on est sur des plantes hautement concentrées en terpènes. Et ces terpènes ont un facteur de répulsion, mais exceptionnel. On a utilisé des terpènes sur des bouts de bois pour empêcher les chevaux de consommer, et ça marche très très bien. Donc, c'est vrai que c'est une plante toxique, c'est vrai qu'elle est neurotoxique, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas l'utiliser en tant qu'huile essentielle sur des chevaux, parce que là, c'est convulsif. Mais par contre, en l'état et en naturel, théoriquement, les chevaux n'y touchent pas. Donc, les intoxications sont extrêmement rares. Les euphorbes, alors les euphorbes, c'était une plante qui était plutôt une petite plante sympa de la forêt, donc les chevaux n'étaient pas trop exposés. Et ces derniers temps, alors réchauffement climatique probablement, nos gens des espaces verts ont décidé que c'était une plante intéressante puisque économisant l'eau. Donc, résultat, ils nous en ont planté partout, c'est devenu envahissant et c'est en train d'envahir les pâtures. Alors là, heureusement, le cheval, il comprend très vite qu'il ne faut pas y toucher. Il plante son nez, il se fait intoxiquer par le latex, il se brûle la gueule et généralement, il informe son poulain qu'il ne faut pas y toucher. Donc, très rapidement, vous avez la sanction, les lésions locales et rapidement, on n'y consomme plus. Datura stramonium, alors Datura stramonium, c'est une plante hallucinogène qui a défrayé la chronique au niveau des humains, qui m'intéresse beaucoup au niveau des bovins, parce que ça fait une baisse de lait exceptionnelle, surtout quand ça contamine les ensilages. C'est une plante qui résiste très très bien à la fabrication des ensilages. Par contre, qui dans le grain de maïs s'est éliminé parce qu'il y a un criblage. Par contre, on l'a retrouvé il n'y a pas longtemps, mais là c'est en humaine, dans des Phagopyrum esculentum, c'est du sarrasin, farine de sarrasin, où ils se sont fait en 2012 une très belle série d'intoxications, parce que la graine du datura, la graine du sarrasin se ressemblent à peu près le même criblage, même taille. Et donc, résultat, on a eu de très beaux cas humains. Par contre, chez le cheval, franchement, les chevaux n'y touchent jamais en verre. Par contre, ils y touchent quand c'est sec et quand ça contamine le foin. Et là, la dessiccation ne modifie pas sa toxicité. Par contre, j'ai très peu d'observations, parce que l'observation est vraiment sécheresse des muqueuses et midriase. Très peu de vétérinaires m'en décrivent. Néanmoins, on a quelques cas notifiés, mais la symptomatologie est surtout une constipation. Et par contre, je n'ai pas du tout les courses folles qui sont décrites dans la littérature. Alors là, j'ai mis également Nicotiana glauca et Lupinus, parce que ça, c'est deux plantes qui vont peut-être défrayer la chronique dans quelques temps, puisqu'on a une enquête qui est en cours sur la tératogénicité des plantes, et on s'est aperçu que ce sont des plantes tératogènes. Alors, chez le cheval, je ne sais pas du tout. C'est décrit comme tératogènes dans les pays d'origine. C'est des plantes qui, théoriquement, ne devraient pas faire partie de l'environnement des chevaux, mais qui, de plus en plus, surtout pour Lupinus angustifolius, est en train d'être plantée comme plante fourragère, sauf qu'on n'a pas mesuré sa tératogénicité. Alors, évidemment, quand on va découvrir que c'est tératogène, ça posera des problèmes. Et Nicotiana glauca, alors au départ, c'était une plante très méditerranéenne, c'est une importation. Et puis, elle s'est échappée des zones méditerranéennes et elle est en train de remonter dans les espaces verts. Et c'est une plante qui très facilement colonise des terrains un peu humides et se développe. Donc moi, c'est surtout ce qui m'avait inquiété, c'est qu'il me l'avait planté devant une sortie d'école maternelle, juste aux endroits où des gens avaient trouvé par Internet que c'était du tabac qui pouvait se fumer. Et donc, les femmes de 35 ans commençaient à fumer les feuilles. Je leur ai dit qu'il y avait peut-être un risque que les enfants naissent un petit peu mal formés. Une autre plante dont il faudra se méfier, parce que de plus en plus, elle est cultivée, et qui va vous surprendre, c'est Persea americana. Alors, Persea americana, c'est l'avocatier. Il faut savoir que l'avocatier, c'est cardiomyotoxique chez le cheval. Et donc, résultat, vous pouvez avoir une cardiomyotoxicité, et ça nous est arrivé une seule fois, je vous l'accorde, en 30 ans au centre antipoison, dans un élevage qui a foutu le camp dans une avocateraie en Corse. Et les chevaux ont quand même sacrément dégusté, dont 2 qui ont fait des troubles. Alors, cardiomyotoxicité, on ne sait pas parce qu'ils ont fait que des troubles cardiaques. On a senti une dégénérescence avec des CPK très augmentés. Néanmoins, comme les animaux s'en sont sortis, on n'a pas su, et je n'ai pas eu la suite, parce que j'ai quitté le centre antipoison à ce moment-là. Néanmoins, il faudra quand même s'en méfier. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les avocatiers,
c'est que toutes les variétés d'avocats n'ont pas le même degré de toxicité. Récemment, on a quand même mis en évidence un principe toxique qui s'appellera la persine, qui pourrait être peut-être le facteur de toxicité. Mais pour l'instant, on est incapable et de la doser en routine et de savoir quels sont ceux qui appartiennent plutôt à la branche mexicaine ou ceux plutôt à la branche guatémaltèque. Mais quand vous êtes dans un pré, vous pouvez être aussi exposé à d'autres entités pathogènes. Et il y en a qui commencent à se faufiler derrière les plantes. Et donc, vous avez les chenilles processionnaires. Alors là, c'est pour la région de Normandie que je fais le petit clin d'œil sur l'autoroute A28, où le front des chenilles processionnaires a pris 60 km cette année grâce au travail exceptionnel des autoroutiers qui ont eu la bonne idée de vous planter un cordon ininterrompu entre Le Mans et Caen, de pins qui sont réceptifs et qui, évidemment, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'exprimer la présence de ces cocons. Alors, ça fait des beaux sapins de Noël le long d'autoroute A28. Et je vous promets que quand les chevaux sont exposés, ils y perdent quand même un peu les langues. Et puis une autre plante, alors qui est peu... Enfin, on en a parlé avec le RESP, c'est la fétuque rouge. La fétuque rouge, le problème, c'est... Enfin, il faut la voir un petit peu comme chef de file de toutes ces plantes qui sont, dans leur développement, obligées d'être associées à des endophytes pour généralement se développer. Et résultat, on voit que ces plantes qui sont des poacées, des graminées assez banales, peuvent, dans leur valise, détenir des substances qui sont mycotoxinogènes. Alors, je vous ai mis quand même la progression des chenilles processionnaires, parce que c'est quand même un sujet, depuis une trentaine d'années, on l'observe. Elles sont en train de monter en montagne. Avant, on les observait que jusqu'à 800 mètres. Maintenant, on les observe en Haute-Loire jusqu'à 1200 mètres. On les a commencé à les voir dans les Alpes de Haute-Provence. Et la progression, mais je vous rassure, ça va toucher Paris, donc ça va devenir un problème national qui sera réglé par le gouvernement. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite d'excellentes verbalisations. Et en cas de problème, vous avez les centres antipoison vétérinaires français à votre disposition, celui de Lyon et celui de Nantes. Une petite question qui tue. Les asphodèles endémiques sur le COS, donc terrain calcaire, sont-elles toxiques? Alors, comme c'est une suspicion et qu'on a une exposition, de toute façon, c'est Asphodélus. Sur le terrain du COS, on a Asphodélus albus et on a un petit peu de Fistulosus et un peu de Tenuifolis. Donc le problème, c'est que comme on a ces asphodèles, si elles sont consommées, il y a de fortes probabilités, mais il faut quand même une consommation d'1 à 2 mois et un régime exclusif. Donc, comme on est sur les causes, qu'on a quand même d'autres plantes, on a une exposition et on rentre, à mon avis, difficilement dans la zone rouge. Mais néanmoins, ça fait partie des plantes qu'il faut se méfier. Dont il faut se méfier. Alors, j'espère qu'on va se comprendre parce que je ne parle pas aussi bien latin que vous. Je vais vous parler de Datura stramoine. Oui. Sous un angle différent de l'intoxication, mais sur l'angle de la lutte antidopage, du contrôle antidopage, puisqu'on a eu à traiter des cas positifs à l'atropine scopolamine sur des chevaux de course, et qu'en menant les enquêtes, on a découvert effectivement qu'on avait des très beaux pieds de Datura stramoine dans les paddocks, à des saisons assez différentes, enfin plutôt l'été, jusqu'à l'automne. Tout ça pour rappeler qu'il faut quand même faire attention, parce que dans votre présentation, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas en manger, mais ils en mangent. Alors, peut-être effectivement, une fois que c'est coupé, mais je ne suis pas convaincu qu'ils en mangent quand même pas certains quand la datura est sur pied. Parce que dans les enquêtes, que certaines j'ai réalisées moi-même, on arrive dans les paddocks, on voit ces très beaux pieds de datura, et on n'a pas de datura coupée dans les paddocks quand on arrive pour faire l'enquête. Donc, vous êtes sur des datura stramonium, vous êtes sur des datura inoxia ou des... Alors, a priori, stramonium, c'est-à-dire cette belle plante que vous avez montrée qui fait une belle fleur en trompette blanche comme ça. Mais sauvages ou cultivés? Alors, on pense effectivement qu'on les observait beaucoup moins dans les paddocks pour chevaux. D'ailleurs, c'est dans des zones qui ne sont pas des pâtures, qui sont des paddocks assez pauvres, dans des zones un petit peu humides, et qui dissémineraient des cultures. Puisqu'il y a une moins forte pression d'herbicides. Dans les cultures, ça a été réglementé, je crois, il y a quelques années. Oui. Et du coup, la datura se développe dans les cultures et va contaminer les paddocks des chevaux à proximité. Non, parce que en fait, sur Stramonium, on a vraiment un facteur de répulsion qui est fort avec son amertume. Mais par contre, on a un datura qui se faufile derrière, qui est datura inoxia, qui a les feuilles un peu moins pointues. Et on a surtout un datura métal qui a les feuilles pointues
et des inflorescences. Mais là, c'est sélection botanique. Et celle-là, je suis certain, puisque là, j'ai vu les enfants s'intoxiquer, elle n'a pas du tout cette amertume. Donc, résultat, si on est sur une variété de datura qui a perdu cette amertume et ses facteurs de répulsion, alors par différents biais, et je ne suis pas sûr que tous les datura stramonium soient répulsifs. C'est ça aussi le problème, c'est que moi, tous ceux que je vois sont des vrais datura stramonium, là, puisque là, je les ai mesurés, et j'ai senti l'odeur, parce que c'est une odeur très caractéristique du datura. Et c'est vrai que je ne vois pas les chevaux y toucher. Mais par contre, je sais très bien que quand je vois les coups de dents, il peut y avoir des consommations. Et il faut savoir quand même que c'est des plantes qui sont extrêmement concentrées, puisqu'elles sont à 2-3% d'alcaloïdes. Donc, et même avec une toute petite quantité, vous pourrez le détecter, puisque selon la méthode que vous utilisez, nous en LCMS, on descend quand même très très bas et on voit, et c'est comme ça que j'ai vu un certain nombre d'animaux exposés, mais non intoxiqués. Contaminés. Oui, on a rarement des symptômes, effectivement, dans Voilà. les écuries où les chevaux en mangent, puisque c'est des chevaux qui courent et qui sont performants puisqu'ils sont prélevés. Donc voilà. Mais il y a quand même des entraîneurs qui nous ont dit qu'il y avait des petits soucis digestifs parfois dans l'écurie. Et peut-être qu'il y a Ça, la scopolamine, ça pardonne pas. Voilà. Vous n'avez pas parlé du buis. Est-ce qu'il n'y a pas de danger avec le buis? Le buis. Le gui. Le buis. Ah, mais B-U-I-S. le gui, oui. Mais le gui, c'est Non, pas... le buis dont on fait... Ah, le buis. Oui. Alors, le buis, il a un prédateur qui s'appelle la pyrale du buis qui a rectifié le problème. J'exagère. Non, le buis, c'est quand même une forbiacée qui a quand même un facteur de répulsion sur les chevaux. Mais c'est sûr que s'ils en consomment, parce que ça leur arrive d'en consommer, ils ont immédiatement la brûlure des terpènes qui va les rappeler à l'ordre. Donc, résultat, les ingestions sont quand même de faible quantité, un peu comme le cyprès. C'est-à-dire que mettre des buis en contact avec des chevaux, c'est pas une bonne idée, parce que ça pue, parce que c'est caustique. Mais par contre, les ingestions sont généralement de faible amplitude et généralement on n'a pas des symptômes trop marqués, à part un peu de troubles digestifs. Mais j'ai rarement des cas graves avec du buis. En tout cas, ces dernières années. Le seul problème, c'est que moi, je n'observe que ce qui vient des centres antipoison, c'est-à-dire ce qui me remonte des centres antipoison, et pas ce que les praticiens voient sur le terrain, parce que le buis étant une plante qui est historiquement et bien connue par les praticiens, n'est pas obligatoirement notifiée au centre antipoison. Il ne faut pas oublier quand même, j'ai un gros biais de recrutement qui est le fait de récupérer ce que les vétérinaires veulent bien nous communiquer. D'où l'importance de nous communiquer plus de choses. Et après ce moment-là, ça me permettra d'affiner mes connaissances. S'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la toxicité éventuelle du lierre grimpant Oui. dans certaines conditions? Alors, le lierre grimpant, c'est un peu le même combat. C'est-à-dire que c'est une substance avec une lactone sesquiterpénique qui est un peu irritante. Théoriquement, ça ne devrait pas être consommé. C'est consommé. Là, on a eu, il n'y a pas longtemps, une chèvre d'ornement de jardin qui a bouffé, qui s'est fait une ventrée de lierre. Et quand on a décortiqué l'enquête, on s'est aperçu que c'est les propriétaires qui avaient coupé les branches de lierre et qui, par intention, avaient donné le lierre à l'animal. Alors ça, c'est sûr que si vous renforcez, surtout si vous avez un lien entre l'animal et l'homme important, le fait de le donner, ça peut inciter l'animal à consommer quelque chose qui habituellement ne consommerait pas. En tout cas, le lierre, pour moi, c'est une toxicité extrêmement modérée, avec une symptomatologie qui sera quand même surtout digestive. Mais pour moi, c'est pas une des plantes les plus toxiques qui existent. Bonjour. Le phytolac. Oui, Phytolacca americana. Donc là, on a un gros problème, surtout avec la racine. On a beaucoup de cas décrits en humaine, puisque ça, c'est une question qui me revient beaucoup des centres antipoisons humains, mais très peu chez les animaux. Alors pourquoi, ça, je ne sais pas. J'ai eu des consommations de fruits, mais le fruit mûr, a priori, n'a pas la forte toxicité. Et au niveau de la plante, il y en a certains qui ont essayé de les faire manger à des animaux. Quand c'est coupé, ils le consomment, mais ils n'en font pas une ventrée. Et jusqu'à présent, ça n'a provoqué que des troubles digestifs qualifiés de mineurs. Mais pour moi, ce n'est pas une plante hautement toxique. Parce que là, il est en train d'envahir la forêt de Fontainebleau. Ah oui, alors, par contre, c'est une plante super envahissante, une catastrophe. surtout dans les terrains détritiques, surtout avec nos modes de gestion. Ça, oui. Et l'ONF, Mais le problème, c'est que c'est surtout les humains, pour l'instant, qui en payent un lourd parce que tribut. l'ONF a parlé qu'il y avait une toxicité pour le cheval. Et notamment Oui, coupé. bien sûr, parce que dans tous les écrits, il y a marqué que le Phytolacca americana, c'est toxique chez le cheval. Sauf que moi, je suis désolé, si je regarde 30 ans d'expérience en centre antipoison, j'ai aucune notification.
Je regarde dans le Burroughs and Thiel, qui est pour moi la référence des toxiques North America, il n'y a pas de données. Donc oui, bien sûr, c'est toxique. Plante toxique, mais pas consommée, pas de symptômes, bah oui, voilà. Mais par contre, je n'irai pas mettre des éco-pastoralistes, parce que ça aussi, c'est une tendance. C'est de nous mettre des chevaux pour nettoyer les espaces verts, etc. Et d'exposer les animaux à des plantes qu'ils ne connaissent pas, ça c'est sûr que de mettre des chevaux à des endroits où ils ne devraient pas aller, et de les forcer en plus à les manger, on s'expose à de la toxicité. Mais là, je suis à leur disposition, j'attends.